Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Club, ton podcast préféré qui parle de cinéma, qui en parle en bien, qui en parle en mal, mais en tout cas qui en parle, et ça, c'est le plus important. Nous sommes au cœur de l'automne, il fait froid, on commence à sentir un peu l'odeur des petits marrons à l'extérieur. Les petites feuilles sont en train de tomber des arbres, on est en train de sentir cette espèce d'entre-deux, entre froid glacial et en même temps, est-ce qu'on n'est pas bien dehors, encore un peu en terrasse? Le débat est toujours autant ouvert. Et nous, on est content d'être là avec vous, tout le monde. Bonjour, salut Mathéa. Salut, tu m'as eu. Mais je t'ai eu, on fera référence. Une douce référence. Comment vas-tu en cette belle période d'automne? Bah écoute, j'ai rechargé les batteries en Espagne, donc pour l'instant ça va. C'est vrai que toi, tu as été dans le soleil, dans la beauté du soleil. Et surtout dans la beauté des places de cinéma à 3,50 balles. Putain, ça Attendez, non mais scoop. Il y a la Cinémathèque de Madrid. Elle est en rénovation actuellement. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes les places sont à 0 €. Ah, tu peux aller voir des films pendant gratos. toute la durée de la rénovation. C'est extraordinaire. Est-ce qu'ils l'auraient fait ici en Suisse? Et je tiens quand même à rappeler qu'à Madrid, c'est quand même un gouvernement de droite, bien profond et bien dur, et que c'est pas non plus un pays qui croule sous l'or, comme par exemple un petit pays qui s'appelle la Suisse. Ici, on est juste des saloperies de radins. Voilà. Je suis navrée. On entre directement dans le cœur des choses aujourd'hui. Non, mais dinguerie, à part ça, dinguerie. Mais ça, c'est une belle position quand même, culturellement parlant. C'est cool, c'est intéressant. Et puis, c'est des beaux cycles. En plus, là, c'était un cycle spécial sur le logement, le droit à l'accès au logement. Ce qui est aussi une thématique très importante actuellement. Donc voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. J'ai profité des bières à 3 balles, des places de cinéma à 3 balles et d'un vent de gauche un peu revigorant comme ça. Ah oui, non mais il y a des choses intéressantes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, t'as rechargé les batteries. En vrai, moi tu sais, juste un petit plaid, un petit film, des petits films d'Halloween, tu vois, toute cette période un peu octobre et tout, c'était très sympa, tu vois, de voir de l'hémoglobine du massacre à foison. On est bien, je nous sens en forme en tout cas, je nous sens en forme aujourd'hui. Et puis d'ailleurs aujourd'hui on a quand même un sacré planning parce que vous aimez le débat dans cette émission, nous le savons bien. Et bien aujourd'hui vous allez être gâtés les foufous. Au programme on va vous parler d'un tas de chair qui reprend vie, d'une adaptation littéraire, du retour d'Arthur Pendragon, d'un petit chien, de la boxe et d'un génie incompris. Mais surtout en fin d'émission, retrouvez la carte blanche du jour, une carte blanche qui reviendra sur le GIF, le Geneva International Film Festival. On fait très souvent, toutes les années, un peu ce petit retour. Et du coup, je vous ferai mes petits retours de mes petits coups de cœur, ou en tout cas des films qui m'ont marqué, des petits films que j'ai pu voir et découvrir au Geneva International Film Festival. Restez donc jusqu'à la fin. Bref, allez, on est parti. Commençons. Il continue son petit bonhomme de chemin avec ses copains de Netflix. Guillermo del Toro est de retour après avoir adapté à sa sauce Pinocchio. Del Toro nous revient avec l'adaptation d'une créature légendaire dans le cinéma. Il est grand temps de parler de Frankenstein. I had a vision. An idea took shape in my mind. Inevitable. Unavoidable. Frankenstein du réalisateur espagnol Guillermo del Toro, qu'on retrouve d'ailleurs dans le casting Ozar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth et Christopher Waltz notamment. Du coup, c'est l'adaptation de l'histoire de Frankenstein qui a déjà été maintes et maintes fois interprétée et réinterprétée sur l'écran, mais pour le faire simple, scientifique un peu foufou, veut donner vie aux morts, expérience, bouffe, gros éclair, he's alive, complications, gros foutoir, bref, vous connaissez à mon avis
très probablement cette histoire qui a été vue, revue et revue dans le cinéma, dans la littérature. Je pense que ça fait quand même partie de ce genre de points d'or de la culture qui ont influencé, on va dire, toute une pôle de l'art en général. Nous avons pu le voir du coup avec Théa. Nous avons 2 avis. Je vais me permettre peut-être de commencer d'abord. Alors déjà, moi je dois quand même dire que la proposition de Guillermo del Toro sur Frankenstein m'a relativement bien séduite, je cache pas. Je trouve qu'il y a vraiment une reprise du mythe qui est faite avec notamment à la sauce del Toro, qui est vraiment assez brillante, je trouve, avec son style très criant. Je pense qu'en plus, toute une partie de la communication revient beaucoup sur ce truc-là c'est du Frankenstein, mais ça va être avec l'identité de del Toro, avec la singularité, en tout cas, avec son identité de del Toro, avec la vision qu'a ce réalisateur. Et moi, je me demandais presque, quand j'avais découvert un peu le projet, je me suis dit, mais del Toro qui prend du Frankenstein, mais en fait, la question, c'est en fait, pourquoi il l'a pas fait avant ? Enfin, il y a vraiment ce truc de ça devait arriver. Il a essayé. Ah, ça, tu m'en raconteras parce que du coup, j'ai pas l'info. Il avait déjà essayé. Attends, je veux l'info. Est-ce que tu as des infos pour nous ? Alors, le petit réalisateur qui d'ailleurs est mexicain en fait. Ah oui, merde. Oula, très mauvais. Mais t'inquiète, moi aussi je vais vérifier. Mais oui, non, mais c'est un projet de méga longue haleine pour lui. Ça fait très longtemps qu'il avait essayé, mais il avait jamais obtenu les budgets nécessaires. Personne ne voulait le soutenir là derrière. Alors que, moi je suis d'accord avec toi, toute sa filmographie, ça menait littéralement à ce film-là, parce que lui, il crie le gothique et le romantique dans tous ses films, quoi. Mais ouais, ça lui a été refusé plein de fois. Et tout d'un coup, Netflix est venu toquer à sa porte en lui disant coucou, on a 120 millions pour vous, donc si vous voulez le faire, vous pouvez. Tu sens qu'en plus, c'est pour ça que je disais par rapport au truc de Pinocchio, c'est qu'en fait tu sens qu'ils lui ont proposé plusieurs projets et tu balances à un réalisateur, un auteur comme lui, tu dis en fait tu peux adapter Pinocchio, tu peux adapter Frankenstein, bon tu sautes dessus assez facilement je pense. Franchement, quand t'as un peu la créativité qu'il a, je pense que ça peut être intéressant. Mais bref, moi franchement, Frankenstein ça m'a vraiment séduit. Je trouve que c'est très prenant. Il y a une véritable maîtrise, je trouve, dans la narration en fait tout du long du récit, qui en fait peut paraître très long. Je crois que le film fait 2h30, un truc comme ça. Il est quand même assez long de prime abord. Mais franchement, je trouve que le découpage narratif, notamment en 2 parties, ce qui m'a plutôt surpris, en fait, j'étais vraiment pas prêt à ce découpage-là narratif qui est présent dans le film. Alors, sans forcément vous raconter comment est le découpage, mais dites-vous qu'il y a plutôt 2 parties très claires du film. Et je trouve que la manière dont il arrive à tenir son histoire, il arrive à tenir sa narration, moi, je trouve que ça marche vraiment super bien, notamment toute la phase de construction de la créature avant et toute la phase de post, on va dire, création de la créature. Vraiment, encore une fois, ces 2 parties qui, je trouve, sont vraiment égales en termes de qualité et en termes d'intérêt. Et tout ça, ça va vraiment être mis dans quelque chose, on va dire, de plastique qui marche super bien. C'est-à-dire quand on parle des maquillages, quand on parle donc des maquillages qui sont à la fois un peu dérangeants, à la fois soft. Il y a un côté macabre et en même temps pas hyper gore, mais il y a un peu cet entre-deux qui marche vraiment, je pense, super bien. Je pense notamment à cette image qui est assez devenue culte, je trouve, sur les réseaux, où il y a ce truc de cette espèce de corps où il y a le dos qui est complètement ouvert en 2. Et en fait, t'as Del Toro avec son acteur principal qui vient lui indiquer un peu comment il doit se comporter. Et cette image, elle est très forte et je pense qu'elle est assez symbolique, en fait, de tout ce qui va se voir dans le film, où très souvent, la violence et un peu l'horreur se dégagent surtout par le décor autour, et c'est vraiment la question des décors mais aussi de l'habillage, donc des habits des comédiens et des comédiennes qui, moi, je trouve sont assez beaux. Moi, j'adore les robes de Mia Goth, je les trouve magnifiques, avec un mélange de couleurs qui est très très cool, et cette dose de macabre qui se crée avec en même temps une mise en scène que je trouve assez belle, que je trouve qui renforce vraiment le côté très grandiloquent du film, qui fait un côté très orchestral. Ça a de la gueule, et c'est pour ça que moi je vous invite vraiment, alors je sais que le film sort à la fois sur Netflix et à la fois dans les salles obscures, je vous recommande vraiment d'aller voir le film au Cinoche, parce que c'est là où, à mon avis, la puissance du film s'en dégage. Je me questionne vraiment sur le fait que, est-ce que sur une télé, on va avoir autant de puissance que sur un écran de cinéma, surtout pour ce film-là. Je pense que c'est vraiment un truc à questionner. Mais voilà, moi, j'aime bien aussi le talent des acteurs-actrices. Maintenant, le seul gros bémol, entre guillemets, que j'ai du film, et j'en parlais un petit peu autour de moi, c'est que j'ai un peu la sensation que le film est une sorte de checklist qui tout a été super bien fait. C'est vraiment, il a réussi à faire les 10 points qu'ils lui ont donnés, mais il me manque vraiment une forme de singularité. Il me manque vraiment un espèce de truc qui me fait péter à l'écran, qui me fait dire je suis devant vraiment un immense film. Alors, je trouve que c'est un très bon film, soit, mais au final, j'ai pas cet élément
autant marquant que certains grands films de l'année, quoi. Et ça me fait vraiment dire que, alors je sais pas si c'est le côté très Netflixéen ou ça a peut-être tendance à être plus lissé, mais même si je retrouve vraiment l'identité de Del Toro, même si je retrouve le génie dedans, pour moi, il me manque vraiment une espèce d'élément, une espèce de lumière en plus qui me ferait vraiment passer le film au step supérieur. Malheureusement, il n'arrive pas à passer cette étape-là, même si ça reste pour moi un très grand film, je trouve, de l'année, quoi. Ouais. Enfin, je suis agréablement surprise, on va dire, étant donné que j'aime beaucoup le cinéma de Del Toro. Alors moins Crimson Peak, parce que pour moi c'était juste des jolis décors et puis des jolis costumes, et puis finalement l'histoire était nulle. Tandis que là, heureusement, il a la chance d'adapter ce roman incroyable, qui va tout à fait dans son style, et puis qui, à mon avis, l'a beaucoup inspiré tout au cours de sa carrière. Ouais, Après, moi j'ai eu un tout petit souci quand même avec la narration. J'aime bien le fait qu'on mette dos à dos le créateur et la créature, que ce soit une sorte de miroir l'un de l'autre, l'un qui s'isole, l'autre qui veut aller vers les autres, celui qui est mortel, celui qui est mortel, enfin bref. Tout ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Bon, après, mea culpa, j'avoue, j'ai pas lu le livre, mais ça m'a encore plus donné envie, finalement, de voir le livre pour voir qu'est-ce qu'a tiré Guillermo del Toro de ce livre, dont les thématiques sont quand même assez foisonnantes. Et là, je me trouve un petit peu sur ma faim, niveau intrigue, niveau moral, parce que j'ai trouvé que c'était un film qui était très manichéiste et qui allait pas beaucoup plus loin que la religion chrétienne. Parce qu'on sait, il met beaucoup de la religion chrétienne, c'est un peu logique, etc. Mais je pense que le livre va quand même un tout petit peu plus loin, étant donné que c'est le Prométhée moderne. Et ça, c'est pas chrétien, ça, c'est grec. Enfin bref. Donc, tout résumé à une simple histoire de pardon entre le père, avec un P majuscule, et puis l'enfant, j'ai trouvé que c'était un peu dommage, quoi. Donc j'ai trouvé finalement que les relations entre le créateur et la créature, visuellement, d'un point de vue structurel, étaient intéressantes, mais d'un point de vue du récit, la façon dont c'est raconté, les dialogues, etc., était vraiment une forme d'appauvrissement un peu de l'œuvre originale. Mais bon, après, on parle d'adaptation, il avait le droit de le faire comme ça. Hein, puis d'ailleurs, il y arrive très bien. Hein, on voit justement le manichéisme, c'est la dualité entre l'un et l'autre pendant tout le film. Donc, pas tellement de reproches à faire en tant que tel. Souvent, on peut faire la critique à Del Toro sur la... C'est vrai que c'est très dichotomique dans ses films. C'est souvent un grand méchant, souvent figure fasciste, souvent figure d'autorité, et la créature un peu douce et tendre et pauvre choupi, quoi. Ouais. Et puis le truc, c'est que oui, évidemment que la créature, c'est la victime. Ça, il y a pas... Enfin, faut être con pour pas le comprendre. Du coup, là, j'ai trouvé qu'elle manquait presque de profondeur, parce que tu vois ces créatures, d'ailleurs créatures incroyables, j'étais vraiment bluffée. Visuellement, tu dis ? Ouais. Parce que justement, je voulais te poser la question. J'ai vu qu'il y a beaucoup de débats sur la créature en elle-même. Est-ce que toi, tu fais partie de la team qui trouve que c'est une belle créature, une bonne créature, ou est-ce que c'est éclaté ? Parce que j'ai vu un peu de double son de cloche, quoi. Je vais dire un truc, moi ça m'a rappelé le premier homme là dans Prometheus. En vrai, tellement. Mais surtout là, le début, quoi, quand il est chauve et tout. Ouais, non, je suis assez d'accord. Non, mais de ouf. Ce qui, du coup, n'est pas un bon souvenir. Ce qui n'est vraiment pas un bon souvenir, quoi. Disons que non, ça crée un nouveau bon souvenir associé à ce film de merde. Oui. Non, mais en vrai, j'étais plutôt agréablement surprise, parce que ça a évité de tomber dans l'écueil du monstre halloweenesque. Parce que maintenant, tu sais, c'est un peu comme Dracula. Tu sais, tu lui fous une grosse cape et puis des canines acérées, puis c'est bon, t'as un monstre. Là, il jouait vraiment avec l'aspect humain, reconstitué, mais sans être goofy. Enfin, je sais pas, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il était juste assez alien. Puis il se transforme au fur et à mesure du film. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de création pure au départ. Puis au fur et à mesure, avec les éléments de la vie qui lui arrivent, il va commencer avec ses cheveux longs un peu gras, puis après la peau qui commence à noircir. Il y a quand même quelque chose qui de plus en plus se transforme dans la dureté de la vie qui vient impacter physiquement le personnage. Quoi. D'ailleurs, je pense qu'il a le même look dans Wuthering Heights, qui va sortir cette année aussi, avec Jacob Elordi. Non, je te jure, regarde la bande-annonce, il a le même look, mais du coup, il a plus de chair sur lui. En tout cas, il a sa propre chair sur lui. Oui, pas celle de gens morts, de plein de gens morts. Ouais, voilà. Ouais. Mais du coup, non, moi, je fais partie de la team, s'il y a une team, j'en savais rien, qui aime bien la créature. J'ai trouvé que c'était un design qui était intéressant. Bon, après, ça me fait beaucoup penser aussi à son personnage fétiche, là, dans Le Labyrinthe de Pan.
Le mec, d'ailleurs, c'était lui qui devait incarner la créature, cet acteur-là dont j'ai totalement oublié le nom, mais je crois qu'il joue aussi dans What We Do in the Shadows. Enfin bref, il aime bien jouer les personnages très grands et très blancs et très macabres. Jacob Elordi, tu dis? Non, l'acteur qui jouait dans Le Labyrinthe de Pan, qui joue la grosse créature qui laisse ses yeux comme ça. Alors compliqué. Voilà. Donc c'était lui qui devait faire la créature au départ. Mais je trouve que Jacob Elordi se débrouille très très bien. D'ailleurs, j'ai presque de l'admiration pour lui maintenant, parce que j'ai jamais été plus que ça enchantée par lui. Bon, c'est aussi parce qu'il choisit ses rôles comme un gros con, donc évidemment, on dirait un gros con à l'écran. Là, il était très touchant. Oscar Isaac, un peu moins. Mia Goth, par contre, zéro charisme. J'ai été très... Je l'entendais à peine parler. J'ai trouvé que... en vrai, ce qui m'a le plus perturbée, c'était le traitement des personnages, qui sont quand même assez monolithiques. Enfin, ils évoluent pas tellement, mis à part la créature, qui est la seule qui est censée être la plus humaine de tous, on va dire. Les autres, ils sont pas très intéressants. Mais en soi, ouais, c'est ce que tu disais. Moi aussi, il m'a manqué un truc pour que ce soit vraiment un bon film. Genre, je pense que je le regarderai plus jamais, ce film, parce que il m'a beaucoup irritée pendant tout le visionnage, en fait. À chaque fois, il y avait des petits détails comme ça, je me disais, pourquoi t'as fait ça? Ce serait tellement mieux ça. Genre, la double narration, ok, mais c'est tellement factice. J'ai trouvé à certains moments que ça en perd un peu. Et puis justement, tout ça pour dire que la créature manque de nuances. Et pour moi, c'est pas de pas reconnaître que c'est une victime. Elle peut être une victime. Évidemment que c'est une victime. C'est la représentation de l'être humain par excellence. Mais les êtres humains ont des défauts. Et cette créature n'a aucun défaut. Et c'est pas comme si c'était un bébé pendant tout le film où on peut dire qu'effectivement les enfants sont innocents et on n'a pas le droit de leur rejeter aucun péché originel dans la gueule. Mais là, j'ai trouvé que c'était un peu trop unidimensionnel et donc j'ai un peu de la peine à m'attacher en fait à ce personnage, même si j'ai plus apprécié la partie consacrée au monstre qu'à Frankenstein. Parce que Frankenstein, c'est un gros con avec une famille de gros cons. D'ailleurs, Christopher Watson a je suis vraiment désolée pour lui, mais il fait encore l'allemand de service. Il a un truc, mais lui, maintenant, c'est bon. Il fait l'allemand de service. Tu dis Christopher Waltz? Ouais, il fait l'allemand de service. Mais ça commence un peu à me gonfler. Lui-même, quoi. Ouais, mais ça commence vraiment à me gonfler. Puis encore un tout petit truc. Tiens, le nazi d'Inglourious Bastard qui apparaît dans le film. C'est étonnant. Qu'est-ce que vous faites là? C'est genre, tu vois dans n'importe quel moment, mais vous êtes pas en train de manger un strudel, vous? Alors qu'on parle de vie immortelle, t'as parlé d'éclair et tout, bah ouais. Et tout d'un coup, un nazi qui apparaît, sympa. En vrai, non, ma plus grosse critique, c'est vraiment les CGI que j'ai trouvés étaient à pleurer. Tellement je les ai trouvés ignobles. À ce point-là? La statue là qui prend vie. J'ai plus souvenir de ça. Ça fait un bout de temps que je l'ai tant plus mieux. vu, donc, Moi vraiment j'étais là, wow. Ok, je vois que c'est Netflix et c'est pour ça qu'en fait ce film me donne un peu l'impression d'avoir dû être réalisé 10 ans en arrière, là où il avait le projet, et peut-être qu'il n'a pas beaucoup évolué dans sa tête, parce que actuellement, je le trouve un tout petit peu dépassé d'un point de vue de structure narrative, d'un point de vue de CGI, c'est vraiment, enfin pour moi c'est un peu une catastrophe, et aussi d'un point de vue d'arc narratif des personnages. Donc peut-être qu'il aurait dû le mûrir encore un petit moment, je ne sais pas, ou peut-être qu'il aurait dû ne pas être produit par Netflix, parce que des fois Netflix a une sorte de couche lissante sur tous ces films, où on peut pas explorer grand-chose. Je sais pas. C'était pas un mauvais film, mais c'était pas non plus... ça m'a pas ramené à la vie, quoi. Plein de grandes réflexions sur Frankenstein. Bref, faites-vous vos avis dans les salles obscures, ou alors, du coup, vous pouvez le regarder chez vous. Et oui, moi, je le recommande encore une fois de le regarder sur grand écran. Je pense que c'est là où, visuellement, le film se dégage vraiment beaucoup plus. Donc, allez soutenir vos salles de cinéma, soit dit en passant. Mais j'ai commencé à perdre ma voix. Est-ce que ça serait pas le Frankenstein qui vient essayer Putain, le Covid de me choper? Non, en plus c'est chouette parce que vraiment être enfermé pendant 1 heure dans une salle fermée, il y a aucun risque en plus après, ma chère Théa. Donc c'est fantastique. Bref, allez, enchaînons, allons-y. François Ozon. Par cette petite ritournelle linguistique, permettez-moi d'user un peu de teneur humoristique, d'enchaîner sur le prochain film de notre sélection, réalisé par le grand François Ozon, qui nous revient nous narrer l'histoire de l'étranger. Oh. J'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir
briser ce bonheur qui nous attendait. Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. L'étranger, réalisé par le réalisateur français François Ozon, l'adaptation du livre célébrissime d'Albert Camus, L'étranger, sorti en 1942, avec du coup Benjamin Voisin qui porte le film. Nous avons pu le voir avec Théa, nous avons notre avis, mais cette fois-ci, c'est à ton tour de me dire qu'est-ce que tu en as pensé de, on va dire, ce film qui a été le plus attendu probablement cette année dans l'adaptation d'un livre culte, d'un livre mythique, d'un livre extrêmement important dans la littérature française. Un travail compliqué, un truc où tu peux te casser les dents quand tu adaptes ce genre de choses. Est-ce que François Ozon a réussi son pari ? Eh bien, écoute, c'est ce qu'on disait aussi avant avec Frankenstein. L'exercice de l'adaptation, d'autant plus de livres aussi marqueurs culturels que sont Frankenstein et L'étranger, pour moi, enfin, pour tout le monde, à mon avis, c'est un exercice surtout de réappropriation et pour nous livrer quelque chose qui va au-delà de la simple mise en image d'un texte. Mmh. Alors, si j'ai pas été hyper séduite par Frankenstein, j'ai trouvé que, par contre, L'étranger à 2 détails vrais, était une très bonne adaptation du livre, dans le sens où, à mon avis, il sublime un peu les mots et les pensées très courtes de Meursault dans le livre, qui ont fait un livre qui est extrêmement difficile à lire, en tout cas pour la première partie, étant donné que le personnage est un salopard de monosyllabique qui ne peut pas exprimer 2 idées. On dirait le pire date de tous les temps. Ouais. T'as froid ? Je ne sais pas. Tu veux quelque chose à manger ? Comme tu veux. Bien sûr. On en a tous eu des dates comme ça. Oui, je te regarde, toi. Et là, tout le monde se sent concerné. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, pour moi, en tout cas, l'esprit du livre est extrêmement bien mis en scène. Il va jusqu'à rajouter aussi certains dialogues qui ne sont pas dans le livre, qui fait vivre en fait tout le contexte aussi dans lequel prend forme ce récit. Et j'ai trouvé que c'était des additions qui jouaient très bien avec le style du livre en soi. Donc c'est pas quelque chose qui fait ajout. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé la dernière scène. Scène. Ah ouais, ça, il y a des trucs à dire là-dessus. Et ça, c'est un ajout qui, à mon avis, est fondamental et qui me fait encore plus apprécier cette version. Alors, peut-être on en reparlera, mais c'est le propos du film. Mais du coup, pour moi, c'était une très bonne adaptation du livre de Camus. Les seuls petits détails, j'ai trouvé que la première partie est beaucoup trop lente, parce que dans le livre, les phrases sont courtes. Ce qui fait que tu as un rythme, une cadence qui est extrêmement soutenue, même si tu as l'impression que tu es un peu... c'est saccadé et tu sais pas exactement où tu vas, étant donné qu'il ne s'est pas aligné 2 pensées, l'une après l'autre. Et là, au contraire, j'ai trouvé que la première partie, elle était très contemplative, très on se met dans le rythme, on regarde les beaux paysages, etc. Mais ça n'enlève pas le propos, étant donné que vraiment... Benjamin Voisin, c'est ça ? Oui. Est, je trouve, un très bon acteur. Mais, et c'est là mon deuxième grand mais, hormis le fait qu'il m'a fait penser à Emmanuel Macron pendant tout le film, et du coup, j'ai pas arrêté de me marrer toute seule dans mon coin. D'autres, et plus Borne, l'aumônier cosplayé en Borne, en Elisabeth Borne, ça aussi, ça m'a fait... L'aumônier, tu dis Swan Arlo ? Ouais, il est cosplayé. Il est extraordinaire, Swan Arlo, dans cette scène. Mais il est cosplayé en Elisabeth Borne. Il est beau comme un dieu, Swan Arlo. Donc, du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Et en fait, c'est ça, c'est que... et je pensais jamais dire ça de L'étranger, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que je m'imaginais le personnage principal de Meursault. Moi, je m'imaginais un petit franchouillard, il était petit, il a les cheveux un peu bruns, il est un peu négligé, ou alors il est un peu... il est médiocre, quoi. C'est un peu un Jean Foutre, comme ça, pas quelqu'un de super intéressant. D'aucuns pourraient dire un foutriquet, j'en sais rien. Et là, ils nous mettent une putain de statue grecque où tu sens qu'il va soulever de la fonte après son job et après avoir fumé 150 000 cigarettes. C'est une pub Yves Saint-Laurent, quoi. Et et ça, c'est... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, mais en fait, tu le prends lui tout seul et c'est juste des pubs. Pour des maillots de bain. Et moi, ça m'a perturbée parce que ça enlève totalement le propos. C'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Or, quelqu'un qui est déjà hyper musclé, qui a conscience de lui-même, etc., c'est l'inverse de ce qu'il faut donner comme personnage de Meursault.
Et ça en joue aussi beaucoup trop sur le rythme, étant donné que, en fait, il y a plein de scènes qui sont extrêmement lascives, où on a, le bonheur quand même d'admirer... malheureusement, Emmanuel Macron à poil. Alors, moi, je vais dire les termes, hein, parce que je l'ai vraiment noté sur ma feuille. Ah, vas-y, ouais. Il a quand même un sacré paquet. Il faut quand même préciser qu'il y a quand même des plans qui sont quand même filmés sur son maillot, où tu dis, il y a quand même de la matière. Il faut quand même accepter le fait de dire que ce film est un film qui pose que Benjamin Voisin est bien doté. C'est vraiment posé que il y a de la matière. Alors la question, j'essaie de regarder peut-être dans les sous-titres de fin, est-ce qu'il y a eu une doublage quéquette. On peut pas savoir, mais en tout cas le film le pose. Il y a de la matière. Et en tout cas, si c'est un film qui peut-être ne met pas assez en avant la chaleur que dégage l'Algérie, vous allez avoir chaud quand même. Ah ouais là, wouhou! Ah, ça fait plaisir, hein. Franchement, oui, mais justement, tu vois. Mais tu sens que c'est du François Ozon, quoi, dans l'image. C'est évidemment toute cette espèce d'érotisme, même quand la manière dont il va filmer, du coup, Rebecca Marder, qui est du coup le personnage féminin. Il y a de l'érotisme, évidemment, entré à la française. Très ce truc de la mer, l'espèce de pas la piscine, mais les bains où ils vont se baigner. Les bains, où évidemment, il y a une espèce d'érotisme qui se crée un peu dans tout ça. Alors qu'ils échangent 3 mots. Moi, c'est ça qui me fume, hein. Donc, c'est pour ça que, tu vois, moi, je te dis, vis-à-vis de ce personnage-là, qui est quand même très bien interprété, genre, moi, ces petits mouvements de sourcils très légers, sa façon de dire non, ou je ne sais pas, ou des trucs comme ça, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne performance, mais malheureusement, pas le bon acteur à caster, et peut-être pas le bon angle de vue à donner sur ce personnage, qui, à nouveau, est un assassin. Mm-hmm. Et qui n'a pas conscience de lui-même, qui est aliéné, mais à qui on ne peut pas offrir le bon Dieu sans confession. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est le petit truc quand même qui m'a donné l'impression un certain regret, on va dire. Alors, pour la question du personnage principal, moi, personnellement, la gueule qu'il a me dérangeait pas parce qu'en fait, j'aime bien sa gueule. Il a ce côté un peu beau gosse, mais en même temps, un peu détaché. Macron. Mais il a quand même ce côté... Moi, franchement, la gueule du gars m'a pas dérangé. En fait, je le vois bien comme le personnage de Meursault. Moi, je le vois bien là-dedans. Maintenant, moi, la chose que je trouve un peu en incohérence avec le bouquin, mais je reviendrai un peu sur la question du bouquin, parce que je pense que justement, pour moi, c'est pas une bonne adaptation, je pense, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans le bouquin, et même dans la diégèse du film, techniquement, c'est un personnage qui a pas vraiment de sentiments, qui a pas vraiment d'émotion, ou en tout cas, qui n'a pas vraiment d'émotionnalité. Le problème, ou en tout cas, au fur et à mesure du film, en tout cas, un peu plus après, il y aura autre chose. Mais disons, normalement, c'est censé être un personnage qui n'a pas d'émotionnalité, même dans le livre où, de plus en plus, l'histoire avance et qu'il y arrive des trucs méga graves, le gars n'a pas d'émotion. C'est-à-dire, il ne va pas en avoir, il va pas les transmettre. Et là, en fait, il y a plein de petits moments dans le film. En fait, tu vas le voir sourire, tu vas le voir rigoler, mais des moments un peu tout légers. Et c'est vrai que ce truc-là, moi, me paraît un peu incohérent parce que du coup, le personnage t'est montré comme un personnage qui justement n'a pas d'émotion, ne doit pas en avoir. Et en fait, par petits moments, mais en fait, quand je me suis mis un peu à la place de l'acteur, je me suis dit, mais en fait, c'est compliqué de jouer quand on te dit, mais tu dois pas avoir d'émotion. Joue le fait de pas avoir d'émotion. Il y en a qui ont pas besoin. Oui, alors, il y en a, c'est des patates sur pattes, donc évidemment, c'est d'une grande facilité. Mais lui, la manière dont il joue, moi, je trouve ça assez pertinent, même si moi, il y a peut-être ces petits moments, des cris, des sourires, des trucs où je me dis, c'est incohérent. Parce que tout le but du livre et du film, c'est justement de pas avoir ce rapport-là. Maintenant, pour ce qui est pour revenir un peu sur tout ce que tu as dit, moi je suis assez d'accord. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'en fait c'est plutôt un film qui se bonifie au fur et à mesure. Exactement. Moi je suis d'accord avec toi qu'au début, quand j'ai commencé à regarder le truc, j'étais en mode bon, ok, c'est sympa, mais sans plus. Et en fait, au fur et à mesure que le film avance, et notamment que le cœur du propos du film commence à venir de plus en plus, là je suis en mode là, je vois exactement ce que tu veux faire. Et en fait, je trouve intéressant ce que tu essayes de dire. Franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Le début est un peu longuet. C'est beau. Franchement, esthétiquement, le film reste quand même très, très beau. Il y a ce noir et blanc qui est parfaitement travaillé avec des très légères teintes de couleurs en plus. Oui. Des espèces de marron rouge. Je sais pas comment expliquer, mais qui fait un peu ressortir tout ça. C'est très beau, même en termes de construction des plans, même en termes de transition. Il y a des transitions qui sont très belles entre les différents plans. Ça marche super, super bien. Mais par contre, ce que je disais sur la question du livre, c'est qu'en fait, moi, je trouve que le film a tendance à beaucoup se détacher du livre. Okay. Parce que, alors pas en termes d'histoire à proprement parler, parce qu'en termes de narration, ça revient à peu près sur tout ce qui a été dit. Il y a une séparation sur 2 parties, etc. Voilà. Mais par contre, le gros du truc, je trouve, qui faisait en fait la force du livre, c'est que c'est une narration personnelle. C'est qu'en fait, on suit dans le livre, on est dans la tête de Marceau. On est vraiment à la première personne de Marceau. Et c'est ça qui est, à mon sens, la puissance et qui fait que je suis un très grand fan, d'ailleurs, du livre.
c'est qu'en fait, la cruauté et la dureté du livre, il vient par le fait qu'on est à la place du gars qui n'a aucune émotionnalité. Et c'est pour ça que le début du livre, qui est extrêmement connu, qui est Maman est morte hier, ou l'autre jour, je ne sais plus, ou ce matin, je ne sais plus, ça en fait un truc incroyable parce que justement, ça nous plonge dans les premières lignes d'un gars qui va nous parler d'un truc qui est vraiment hyper intense, d'un truc où en fait, on s'en fout complètement. Et en fait, se détacher de la narration interne du personnage, et donc du coup d'en faire une narration externe, et de changer des éléments pas changer des éléments du livre, mais justement cette perte de narration-là fait que pour moi, on perd tous l'ancrage qu'était le livre au départ. Moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que je le ressens, personnellement. Et là où, par exemple, je comprends un peu ce truc-là, c'est qu'il y a un moment donné où le personnage de Pierre Lotin, alors je ne sais plus comment il s'appelle, celui, cette espèce de vieux... Voilà. Ah non, le vieux ou... non, pas le vieux, mais le connard qui tape sa femme. Synthèse, ouais. Synthèse. Il y a un moment donné, Synthèse lui dit « Ta maman est morte quand ?» Ah oui. Et là, en fait, dans ce moment-là, je me suis dit, il va dire la phrase du début. S'il voulait être en adéquation avec le livre, il reprendrait exactement en disant aujourd'hui, hier ou je ne sais plus. Et là, ça aurait marché. Mais là, il dit précisément le moment où sa mère est morte. Et pour moi, cette scène-là, elle synthétise le détachement que le film de Ozon crée avec le livre. Alors, pas complètement, mais en tout cas, en termes de matière sur plusieurs éléments, pour moi, il y a un détachement qui se fait par la narration et du coup, qui fait qu'il y a un vrai changement, on va dire, de style. Surtout que, vu qu'en plus, encore une fois, le visuel du film est magnifique et que moi, quand tu lis le livre, en fait, le livre a un rapport beaucoup plus crasseux, beaucoup plus sombre avec la réalité, fait que pour moi, là aussi, il y a un détachement. Et là où pour moi, on va rester sur un truc de très grand détachement avec le livre, ou plutôt qui existait un peu dans le livre, mais très léger, avec le film qui en fait son cœur de bataille, c'est parler de colonisation. Et la question que François Ozon décide de dire, en fait, avec l'étranger, je vais parler de colonisation, alors qu'évidemment, dans l'étranger, tu dois parler de colonisation. Et qu'en fait, Camus, on parle pas trop, mais d'ailleurs, j'en parlerai d'un autre truc, mais par rapport à Camus. Mais bref, là, dans le film, on montre le rapport entre le colonisé et le colonisateur. On montre que au sein d'un même endroit, en fait, le personnage justement de justement Marceau qui se dit en fait moi je suis bien dans ma vie et tout va bien et je comprends pas pourquoi il y a des problèmes, alors qu'en fait tout autour de lui il y a littéralement les colonisés qui subissent son existence. Tous les blancs qu'on va suivre dans ce film, tous les Français qu'on va suivre dans ce film, où on peut avoir beaucoup de tendresse avec eux, c'est pas un problème, mais n'empêche c'est des colons et leur simple présence dans l'espace détruit les autres. Et ça, en plus, c'est vraiment subtil, quoi. Il y a des moments où les visages sont filmés des Algériens, des gens locaux, tout simplement des colonisés, où c'est toujours un peu, entre guillemets, pas à la marge, mais c'est toujours un peu un peu comme dans Zone of Interest. Alors, le comparatif est un peu bancal, mais ce truc de à côté, il y a ces choses-là qui se passent. Et c'est pour ça que ce que tu dis sur le plan de fin, c'est magique. Le plan de fin qui dit, en fait, là, aujourd'hui, on va mettre un visage aux personnes qui ont subi. Parce que avant, c'est-à-dire le personnage de Marceau, qui est du coup méga mis en avant, le pauvre, il en a souffert, aïe, 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 comment c'est dur, etc. Eh ben, il y a des gens beaucoup d'autres gens qui ont souffert bien plus et qui en fait ont pas de nom. Il n'a pas de nom, c'est l'étranger. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a vraiment un génie dans ce film, c'est de traiter de cette question-là, de parler de comment dans les lieux il n'y avait pas de la mixité, comment ces gens étaient dégagés, comment il y a cette espèce de truc de on est chez nous et vous rentrez chez vous. Et d'ailleurs, moi, il y a une phrase, alors je me la rappelle à peu près, mais c'est « Vous n'êtes pas le premier ni le dernier à avoir tué un arabe, c'est pas de ça qu'il sera question. » Et cette phrase, elle dit tout. Et c'est incroyable. Je pense que, je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que tu te retrouves un peu dans ça, mais totalement, moi je suis d'accord. Mais il y a qu'à voir, le titre est en arabe. Oui. Ouais. Dinguerie. C'était... Ah non, mais moi, c'est exactement ce qui me manquait du livre. C'était le propos sur le colonialisme. Évidemment, Camus peut pas tout synthétiser, toute sa pensée en un livre. Surtout, faut quand même. Alors, je fais une parenthèse rapidement, vas-y. Mais je vous invite à lire le livre qui s'appelle Oublier Camus, qui est un livre qui se permet de revenir sur la philosophie camusienne, où d'ailleurs le film respecte pas mal la philosophie camusienne dans le film. Il y a vraiment une philosophie comme ça. Mais dans Oublier Camus, c'est une réflexion politique qui permet de montrer à quel point en fait Camus philosophiquement ça peut être intéressant, mais politiquement non, parce qu'en fait son absurdité le pousserait en fait à laisser de côté la colonisation et dire en fait je vais pas m'impliquer, ce qu'il a d'ailleurs fait pendant toute sa vie. Mais excuse-moi, mais en fait c'est exactement ça, c'est la triple lecture de l'étranger. L'étranger, comme on le voit, il est étranger au monde,
Parce que, et je te rejoins un peu sur le fait qu'on perd la narration à la première personne, mais finalement, comme il se comporte quand même comme un alien, d'une certaine façon, moi, ça m'a pas trop dérangé. Aussi parce que je me souviens des phrases du livre et je me dis, si c'était lui qui devait nous raconter, ça ferait un peu trop trouble autistique. Ouais. Donc, moi, ça m'a pas trop dérangé. Mais il est totalement étranger au monde. Il est étranger au contexte parce qu'on voit qu'il s'en fout. À chaque fois qu'on lui pose un dilemme moral, il s'en fout parce qu'il a déjà déterminé que de toute façon, tout se valait, donc rien n'a d'importance. C'est même plus de l'absurde, hein, c'est du relativisme crasse. Il est totalement étranger dans ce pays, ce qui est d'ailleurs relevé, et ça, je crois que c'était jamais relevé dans le livre de Camus. Et pour moi, c'était un peu la phrase qu'il fallait ajouter. Parce que le simple fait de dire que c'est quelqu'un qui est étranger à lui-même, ça le pose directement en grande victime, en disant, bah oui, le pauvre gars, il est aliéné. Puis t'es là genre, mais en fait, les premiers à être aliénés, c'est les colonisés, hein. Et toi, tu fais partie du problème de l'aliénation. Alors évidemment, dans n'importe quel environnement, il peut y avoir des gens qui sont aliénés par le pouvoir en place, mais lui, c'est peut-être par manque d'introspection, pas parce que on lui a interdit de parler sa langue ou qu'il est passé de citoyen de seconde zone. Donc, j'ai trouvé que c'était un film qui remettait un tout petit peu l'église au milieu du village. D'ailleurs, le minaret au centre du village, parce que je tiens quand même à dire que pour quelqu'un qui n'est pas du tout sensible à la religion et tout ça, j'ai aussi beaucoup aimé ce passage sur l'aumônier Elisabeth Borne là, qui lui sort son 49.3 de religion. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant que lui défende le fait que on ne peut pas lui imposer de ressentir, de penser comme la morale le voudrait, typiquement pleurer quand sa mort est morte. Mais d'un autre côté, il impose aussi cette absurdité et ce nihilisme à la personne qui l'a tué. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que si la religion chrétienne est vécue avec déférence, la religion musulmane, par contre, elle est partout. À chaque fois, on entend l'appel à la prière. Et j'ai trouvé que ça, c'était assez intéressant de se dire, même dans un pays où on est colonisé, où on est des victimes de l'Empire français, il subsiste quand même cette foi, cette communauté, cet espoir dont manque cruellement le personnage principal. Ouais, absolument. C'était donc L'étranger de François Ozon. Vous avez donc compris qu'on est plutôt assez fan, en vrai, du film. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant ce que nous fait François Ozon dans son nouveau film. Est-ce que je peux ajouter ce qu'on a dit en off? Mais parce oui, que c'était quand même magnifique ce en fait, on n'arrête pas. Il y a plein de moments, vous vous rendez pas compte, mais en fait, on coupe l'enregistrement et en fait, à chaque fois, on parle encore un petit peu après. Donc, il y a vraiment 2-3 minutes où à chaque fois, on complète. Tu peux balancer ce qu'on a dit. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que pour une fois, on donne le nom de l'arabe, on lui redonne sa personnalité, alors qu'on a passé tout un film à appeler l'étranger par son prénom. Exactement. Et ça, c'est d'une grandiosité. C'est d'une grandiosité. On est fort. Allez, prochain film. Entendez-vous au loin ces bruits? Entendez-vous gronder au loin le mécontentement des foules? Eh bien, nous l'entendons bien, car il n'est pas mince affaire de parler d'une série les plus populaires, avec des fans aussi dévoués, et de son auteur érigé non seulement comme un roi, mais comme un dieu vivant. Et pourtant, vous avez bien vu, et vous allez évidemment comprendre que nous devions évidemment parler, à un moment donné, évidemment, de nous confronter au problème et d'accepter la sauce. Il est grand temps de parler de Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon. Si on me convoque à la nouvelle table ronde, j'y vais. En tant que vétéran, vous pouvez peut-être louper le début. C'est un message des dieux, c'est sûr. Je vous préviens, si on n'arrive pas au bateau à l'heure, on part pas aujourd'hui. Ah mais 2 secondes peut-être, non? L'aventure, c'est pas là, va vite. Allez hop, table ronde. Passons directement au sujet principal de cette première réunion, les quêtes. Oh, attendez, c'est pas Arthur Pendragon qui préside? Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage. Bon sang. Oh là. Tout doux les foufous. Kaamelott, deuxième volet, partie 1, réalisé évidemment par Alexandre Astier, qui a réalisé Kaamelott saison 1, Kaamelott saison 2, Kaamelott saison 3, Kaamelott saison 4, Kaamelott saison 5. Les courts-métrages Dia Siré, qui a aussi réalisé Kaamelott premier film, et qui a aussi réalisé Madame Hademan. Voilà.
Oui, c'est à Domaine, je crois qu'ils appellent. Hanson et son chauffeur, je sais plus quelle merde. Ouais, et voilà. Astérix, le domaine des dieux, et Astérix et la potion magique. Et ça, c'était vachement bien. Ah ouais, mais c'est sinon, sa vie est quand même définie, en tout cas dans l'audiovisuel, par Kaamelott. Après, de côté, il y a évidemment l'exoconférence et Que ma joie demeure, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Mais bref, c'est le grand retour de cette série tant adorée, qui d'ailleurs nous-mêmes, nous sommes plutôt fans, on peut le dire, ma chère Théa. Nous sommes des grands admirateurs de Kaamelott. La suite, évidemment, du premier film Kaamelott, qui nous avait d'ailleurs laissé, ou en tout cas avait aussi laissé le public un peu en froid, mitigé, on pourrait dire. Je ne ferai pas la tentative de vous résumer toutes les personnes qu'il y a au casting, parce qu'on en aurait pour 3 plombes. Nous l'avons encore une fois vu avec Théa. Je vais commencer cette fois-ci parce que mon intervention sera vraiment très, 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 très courte. Et ça sera évidemment très long parce que j'ai toujours l'habitude de faire ce genre de truc. Non, en vrai, je vais le dire assez simplement. Moi, je pense que toutes les critiques qui sont faites sur le film sont complètement juste, notamment les problèmes d'écriture, donc le bordélisme narratif, le retour en arrière scénaristique, ce truc que le début du film dit, en fait on oublie tout ce qui s'est passé dans le premier et Arthur il veut vraiment pas être roi, la surreprésentation des personnages qui te donne le tournis, aucune avancée réelle dans la narration, une fin abrupte, un bordel scénaristique, bref. Tous ces trucs-là, pour moi, ils sont vrais. Je comprends complètement pourquoi le film en fait se fait dézinguer. Mais en fait, moi, je crois que je suis complètement incapable d'avoir de l'objectivité envers Kaamelott et j'ai vraiment aimé ma séance, quoi. Et je le dis, je prends vraiment à chaque fois du plaisir à retrouver tous ces personnages, à découvrir les nouveaux, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et nouvelles personnes qui apparaissent. Je pense notamment à Bougueraba, par exemple, qui apparaît, qui me fait beaucoup rire avec son petit accent du Sud. Là, il est extraordinaire. Et il est très drôle en plus. Hein. Franchement, il a ce côté un peu anti-bourgeois. Je trouve ça assez génial. Donc, tous ces nouveaux acteurs, actrices, tous ces acteurs, actrices qu'aussi on retrouve, sauf un précisément. On en reparlera de lui parce que c'est assez intéressant. Qui interprète avec des panoplies de personnages. Tout ça, c'est intéressant. Je retrouve un peu ces dialogues pinçants, millimétrés qui me transportent autant. Et oui, alors, on en a discuté un petit peu avec Théa et on avait un peu un désaccord sur ça, mais moi j'ai beaucoup ri, quoi, et je retrouve en fait seul Kaamelott arrive à me transmettre ce rire que je ne trouve quasiment nulle part, quoi. Alors je serais peut-être seule dans la team, mais c'est pas grave. Moi je vous dis la vérité, je vois énormément de problèmes dans le film et en même temps je vois aussi toutes les choses qui me font aimer en fait Kaamelott et cet univers, et du coup je tiens à le dire pour les personnes qui écoutent cette émission, parce que le film vraiment se prend une giga sauce et en fait la majorité des gens qui se sont exprimés sur le film ont dit que c'était de la merde. Moi, je vous dis, n'ayez pas honte des fois d'aimer des mauvais films, en vrai. Clairement pas. Parce que franchement, les mauvais films, il faut un peu les chérir et au contraire, soyez-en fiers. Parce que même si la qualité laisse un peu en arrière, au moins, vous avez cette capacité de les ressentir, d'avoir une œuvre qui vous touche, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Par contre, je reviendrai toujours sur le fait que si arrête de faire des films, fais des séries, t'as pas besoin de faire ça, quoi. Mais bref, Théa. Clairement, ouais. Non, mais c'est bien qu'on soit d'accord. Ouais, c'est ce que tu dis. On a le droit d'aimer des films que d'autres n'aiment pas. Bon, sauf Roman et Lorenzo, qui ont été bannis pour différents artistiques. Oui, absolument. Ils ont disparu. Voilà. Non, ça, ils se sont changés en poussière, je sais pas. Ils sont ici bâillonnés, techniquement, mais vous ne pouvez évidemment pas les voir, ce n'est que du podcast. On va demander une rançon. Non, Lorenzo, pas tout de suite. Tu auras ton manger dans quelques jours. Excellent. Non, mais même ça m'a plus fait rire que Kaamelott. Ouais, allez, c'est bon, ça va. Non. Écoute, je suis d'accord avec toi sur le fait que en fait, je pense que de un, on en attendait beaucoup, malgré la grosse déception qu'était le premier film, où vraiment c'était une balade. Si on vous dit que la première partie de L'étranger c'est long, en fait, Kaamelott c'est voilà, c'est lent sa maman. Là, j'ai trouvé que il y avait à peu près long sur une échelle de la tub du personnage de Benjamin Voisin. Sur quoi étonne-nous? Ça peut devenir un running gag. Alors, tu vois, je n'ai aucun problème avec ça. Tu vois, d'une échelle de gland à téton, moi, je dirais à peu près gencive. Non, mais tu vois, de 0 à Benjamin Voisin, sur une échelle de la tub, Kaamelott, tu le mettrais où? Un petit 7, un petit 8? Moi, je dirais 13 mou contre triple retournelle. Ça me semble pas mal, Kaamelott. Ouais, exact. Donc, ah là là, que dire à part que c'est un très très
bel échec, j'ai trouvé. Pour moi, il n'y a rien qui allait dans ce film, mis à part le côté nostalgique. Et moi, ça fait depuis KV1 que je ne l'ai plus, l'effet nostalgique, parce qu'il me l'avait complètement enlevé. J'ai trouvé que c'est comme si on prenait Kaamelott et ce que ça devait être et qu'on lui avait tout retiré. Les blagues, le rythme, la musique. KV1, c'était tout concentré sur la musique. Il nous avait fait chier avec toute son histoire là. J'ai enregistré d'abord la musique et ensuite j'ai créé le film. KV2, c'est silence, contre-chant, contre-chant, silence, contre-chant, contre-chant. Il y a une perte artistique, j'ai trouvé, qui était assez même dans l'image. dommageable. Même dans l'image, parce que je trouve que l'image est meilleure sur celle-là. Alors, l'image, mais j'ai trouvé que les choix de réalisation, par contre, en toute technique d'arrosage, étaient très, très merdiques. Pour moi, c'était je ne sais plus comment tourner. Il faut que je fasse du Kaamelott. Et donc, le Kaamelott, à l'époque, c'était chant contre chant, plan fixe. Et c'est chiant comme la pluie. C'est pas un film, ça. Donc, j'ai trouvé que, comme tu l'as très justement dit, il faut qu'il arrête de faire des films, Alexandre Astier, s'il te plaît. S'il te plaît. Si on te dit ça, c'est pour ton bien, c'est parce qu'on aime bien ce que tu fais. Mais quand tu fais de la merde, il faut le reconnaître, tu fais de la merde. Et là, je trouve qu'il s'entête dans un médium qu'il ne maîtrise absolument pas. Le montage est catastrophique, je comprends rien à la timeline de ce film. T'as des scènes qui sont censées se passer pendant 1 mois, d'autres pendant 3 jours. La traversée de la Méditerranée, là, qui se fait en 2 minutes 30, j'ai rien compris. Oui. Enfin, je veux dire... Et hop là. Non mais vraiment, ouais. J'ai trouvé que c'était navrant d'arriver à cette perte vraiment de cohérence, alors que Kaamelott c'était que ça, quoi. Une fois qu'il a décidé de mettre en un lien, un petit fil rouge comme ça, et tout d'un coup tu voyais le truc se dérouler. Mais c'est parce qu'il avait beaucoup plus de temps. Et là, même s'il te sort un film d'à peu près 2 heures en 2 parties, même là tu sens qu'il sait pas gérer le temps qu'il a à sa disposition. Et ça devient des histoires, des sous-histoires complètement chaotiques. Qui se synthétise par cette fin qui est juste un coupage au milieu de l'histoire. Oh mon Dieu, mais il nous l'a refait, pouf. Il nous a fait d'une partie 1. Quand ils sont dans le désert, il nous a fait la même chose, quoi. Non mais tellement. Et donc pour moi, c'est un film très difficile à suivre dans son découpage, dans son rythme, dans son cadrage aussi. Il y a vraiment des cadrages qui sont nuls à chier. Genre, tu peux pas cadrer un cercle en entier. Tu sais, Lancelot qui fout sa je sais plus ce qu'il met là dans la terre. Il fait un cercle et puis le cadrage, il cadre même pas le cercle en entier. Enfin, j'ai pas compris. Je me suis dit, genre, c'est moche du coup. Il y a beaucoup de moments où je me suis dit, ah, c'est moche. Ou ah, c'est plat. Ah, c'est pas intéressant. Donc, s'il te plaît, Alexandre Astier, passe la main. Fais que scénariste, si jamais. Parce que, niveau scénario, en vrai, il y a 2-3 nouveaux personnages qui, je trouve, se mettent très très bien dans le reste du casting. Ce qui m'a fait apprécier plusieurs storylines, genre les trois bandits là qui vont en Orcanie. Les jeunes, tu dis Non, les... Ah oui. Qui étaient là dans les autres films. Alors franchement, eux, justement, le gars qui aime pas les bourgeois, là, c'est trop drôle. Génial, Bougueraba, très fort. Ouais. Là, par exemple, j'ai trouvé que c'était plutôt bien géré. Même si ça fait side quest. Les jeunes, c'est atroce. Je sais pas. Je ne peux pas les regarder, moi. Ils me font cringe. Atroce. En fait, il me faut un peu cringe rigolo, moi, je trouve. Il faut quand même un peu rigoler. Ils sont choux, mais en fait, ils parlent tous comme Gauvin, avec la même intonation. Mais eux, ils ont l'air d'être plus intelligents. Et du coup, ils ont l'air tout autant teubés par moment. Ouais, mais ils te font un Gauvin qui sait bien parler. Moi, je sais pas, ça m'a un peu perturbé. Ouais. Le coup des 2 frères là qui s'aiment pas, j'ai rien compris à cette storyline. Oui. C'était navrant au possible. J'ai trouvé que c'était un film qui, certes, a de bonnes idées, mais sont mal mises en scène. Et en plus, avec une histoire qui stagne ou qui revient en arrière, avec des développements de personnages nuls à chier, genre la reine Guenièvre qui sert à rien. Elle est sourde. Non, mais à part ça, moi, je trouve qu'il y a un petit souci quand même avec certains personnages féminins qui ont tendance à être moqués. Traité en gros de vilaine frisée, de grosse morue. Alors oui, ça faisait vachement rire en 2006, mais peut-être un tout petit peu moins en 2025. D'autant plus qu'on sait qu'elles sont pas gourdes et qu'elles sont tout à fait capables de quelque chose. Genre M'évanouir, on sait très bien qu'elle... Alors il n'y a pas dans ce film, mais ça me fait penser à ça. M'évanouir, c'est pas que une vilaine frisée, même si ça l'est quand même. La reine Guenièvre, elle est pas gourde, en fait. On l'a bien vu dans le livre 5 et dans le livre 6. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a un retour en arrière. Tu vois, même des personnages comme le roi Arthur, où justement, dans le 1, l'idée, c'est qu'il veut pas être roi, mais il revient, et du coup, il décide de reprendre le truc là. Et en fait, le début du film, c'est « j'ai pas envie d'être roi ». Et en plus, ça l'est précisé, parce que je pense qu'il s'attendait à ce qu'il allait avoir ces critiques-là. Il dit « oui, bon, je pensais à un moment, mais en fait, non ». Mais ça va pas. Non, ça marche pas, quoi. Alors qu'après, il reprend.
techniquement son rôle de roi, vu que c'est lui qui mène tout le monde avec son discours. Oui, au final, en fait, il l'est, quoi. Mais bien sûr. Donc, il a le cul entre deux chaises, il veut jamais rien faire. D'ailleurs, alors le moment où il va replanter l'épée aussi, montage catastrophique, hein. Il fait pim-poum, épée, pim-poum, revenu. Alors que ça, c'est littéralement le 5e livre. Ouais. Ça va un peu mal au cul. C'est un retour en arrière, quoi. Donc, mais en fait, on en parlait avant, mais pour moi, ça aurait été plus logique de faire ça en série, comme le 5e ou le 6e, avec des épisodes de 45 minutes, Absolument. où tu as le temps de développer tous les personnages, où tu acceptes aussi qu'il n'y ait pas tous les personnages tout le temps à l'écran. Ouais. Parce que là, au moins, j'ai l'impression que c'était un format qui maîtrisait mieux d'un point de vue narratif et de réalisation, parce qu'apparemment, il a une réalisation à râler pas crête. Non, absolument. Parce qu'en plus de ça, c'est ce qu'on disait, c'est que quand je parle de bourbier narratif, c'est qu'en fait, il y a tellement d'histoires et tellement de personnages qu'en fait, on va sauter d'un plan à l'autre. C'est-à-dire, à un moment donné, on va avoir une petite partie de la clique des Quattro, Alzagar et Silas qui vont chez des bourgeois. Puis tout d'un coup, on va re-switcher sur Guenièvre qui est en train de manger dans sa cuisine avec Arthur qui vient la voir. Puis tout d'un coup, on va voir la Dame du Lac qui va aller voir Caradoc. Enfin, il y a cette espèce de bordel un peu généralisé qui fait que... Alors, encore une fois, si tu aimes bien un peu toutes ces histoires, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est vraiment genre, faut s'y retrouver, quoi. Et quand on parle de séries, c'est là où on en parlait un petit peu avant, mais si, imaginons qu'on faisait des structures de séries où le premier épisode, il y a un peu tout le monde, et maintenant tout le monde part à l'aventure, ouais. Et puis du coup, chaque épisode, tu suis un seul groupe pendant toutes ces aventures, qui après vont l'amener à une réussite ou à une défaite, et ben là ça pouvait être intéressant. Et la fin de la série, donc le dernier épisode, c'est la fin, on va dire, du 2e chapitre de Kaamelott. Là ça aurait été intéressant, mais pas d'en faire un espèce de film où il y a tellement de trucs qui se passent mais que tu es obligé de couper en 2 parties. Donc en fait la prochaine partie sera en novembre, donc novembre 2026. Enfin... Voilà, c'est, je pense le choix et la démarche de aller automatiquement dans le cinéma me paraît surprenant, je vais dire. Enfin, pas surprenant parce que je sais bien pourquoi Asti a décidé de faire ça, mais je pense que c'est pas le bon médium pour ça. Et d'ailleurs, on peut un peu tranquillement conclure sur aussi... Alors, juste, je fais une parenthèse sur la question de l'image. C'est vrai que j'ai vu des interviews où il disait qu'il avait changé d'objectif sur la caméra et ça fait qu'on a une image qui est moins chirurgicale dans celui-là. Ce qui, pour moi, quand même, est un truc relevant parce que je trouvais que le premier avait un côté très chirurgical, un peu esthétique, artificiel. Là, je trouve qu'il y a un côté un peu plus naturel, pourquoi pas. Mais il y a quand même un truc qu'il faut qu'on parle, qui est vraiment le truc qui a fait jaser la communauté. C'est Lancelot, quoi. Lancelot, non, sur... il a dit qu'un tel aplomb, c'est Pardon, non, adorable. Perceval. Non, c'est Perceval. Évidemment, Perceval qui est absent de ce livre-là et qui a fait jaser partout. Et en fait, alors on va pas faire tout le résumé de tout ce qui s'est passé. Voilà, on s'en fout. Mais je vous invite à regarder un peu ce qui s'est passé sur les réseaux. Vous verrez, c'est vraiment un bordel pas possible. Mais tu sens dans ce film qu'il y a les stigmates du fait que Perceval est pas là, quoi. Tu sens qu'il y a des stigmates de narration, de scénario, où en fait d'un côté il est présent, mais d'un autre côté il est pas présent. D'un côté, tu te dis, waouh, tu sens qu'il a été retiré au forceps du film, et en même temps, tu sens qu'il y a une volonté de vraiment vouloir l'enlever. Enfin, moi en tout cas, il y a un côté qui me gêne beaucoup dans ça. Et ouais, c'est compliqué, quoi. Tu le sens. En fait, ça te fait constamment revenir sur la réalité des tensions qu'il y a pu avoir, et t'es en mode compliqué. Bon, en vrai, moi je le comprends, parce que quand tu regardes les rôles, ceux qui sont devenus au fil des années, et ils sont un peu flenderisés, quoi. Ils sont très goofy. D'ailleurs, ça hurle beaucoup. J'ai l'impression que dans ce film, ils savent que s'exprimer en hurlant. Donc, je peux comprendre que Franck Pittiot, en voyant le matériel qu'on lui a donné, a dit « Désolé, mais non, quoi. Enfin, moi, je fais pas ça. » Et moi, j'imagine qu'il y a un peu une partie de sa storyline qui est revenue à Caradoc. Parce qu'on sait depuis un moment que les deux devraient avoir une destinée, mais quand même celle de Perceval plus intéressante. Donc, c'est tout à fait logique que Caradoc et Perceval se soient lancés à la recherche du Graal. Enfin, ça fait sens. Mais de nouveau, en fait, c'est marrant parce que ce film, il fait un drôle de mix entre la réalité, où on sait qu'il va arriver dans KV2 partie 2. Donc on les attend, genre Yvain, on sait qu'il va arriver. Donc la quête de retrouver le Chevalier au Lion, ça fait sens. Perceval, on ne sait pas encore si on le reverra. Et du coup, de nouveau, moi, ça me fait penser, mais c'est quoi ce putain de fil rouge ? On va vers où ? On ne sait pas vers où on va avec ces films. Et je suis désolée, qu'il y ait une partie 2, c'est pas une solution, étant donné qu'un film doit se suffire à lui-même. Et là, il faut je dirais même mieux, qu'un film doit être considéré en tant que tel.
Où est-ce qu'on va ? On se retrouve en novembre 2026 pour savoir où est-ce qu'on va. Allez, après Kaamelott, parlons d'autre chose maintenant. Imaginez que vous êtes dans un film d'horreur. Bon, ça c'est facile, imaginez, plutôt basique. Vous survivez pas plus de 30 secondes, moi je survivrai pas plus de 20 secondes. Donc voilà, on s'en fout, c'est pas intéressant. Mais. Imaginez maintenant que le film d'horreur est du point de vue de votre petit animal à quatre pattes. Ah ah, là c'est intéressant. Eh bien, c'est tout le concept de Good Boy. Good Boy est donc le premier long métrage du réalisateur Ben Leuiberg qui nous raconte la douce histoire d'un chien fidèle à son maître Tob, gravement malade, qui vont emménager dans une maison familiale rurale. Mais le problème, c'est qu'au sein de cette maison se cache une force surnaturelle dans l'ombre. Notre héros, à quatre pattes, va devoir lutter pour protéger son jeune maître. Le film est donc sorti sur Shudder, mais aussi sur Shadows pour accompagner le Halloween. Il faisait partie notamment du petit marathon d'Halloween que Shadows propose toutes les années, à savoir que tous les jours sort un film ou un court-métrage horrifique sur la plateforme. Donc c'était un régal un peu de découvrir un peu tout ce petit programme. Et notamment Good Boys qui avait pas mal fait parler de lui quand on avait découvert sa bande-annonce, notamment pour son concept, il faut quand même le dire, un film qui est centré sur le point de vue d'un kleps. Oh. En plus, la race du chien, je me la rappelle plus, mais elle est quand même adorable au possible. J'ai complètement... Un petit berger australien. Ouais, c'est un berger australien, c'est magnifique, c'est d'une douceur avec ses petits yeux bleus, là j'ai envie de mourir. Mais bref, du coup le film m'interloquait pas mal et au final, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, je suis quand même assez surpris en bien parce que le film a vraiment beaucoup plus à donner que son simple concept. C'est toujours un peu la peur que j'ai pour ce genre de film, c'est de dire oui bon, le concept de suivre un yinche qui en fait va voir des choses, bon c'est peut-être sympa, mais si t'en apportes pas grand-chose et t'en fais pas grand-chose, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et là en fait ça propose quand même pas mal de choses. Et vraiment, le concept, il est déjà parfaitement tenu de A à Z, à part quelques moments où le réalisateur décide un peu de casser le mur, on va dire, du concept, juste à 2 ou 3 moments, mais en vrai, c'est un peu osef, c'est pas grave du tout. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même énormément dans le film, c'est que mis à part qu'il y a quand même quelques petites propositions horrifiques qui sont assez chouettes, c'est quand même assez correct et ça marche bien, c'est un film qui est intéressant parce que c'est toute une métaphore du cancer et de la mort qui est pour moi très intéressante. Et en fait, tout est défini par le fait que le chien voit du coup cette créature, mais en fait la créature est un reflet, une métaphore de la maladie qui va de plus en plus venir détruire le maître en fait. Et de le faire du point de vue de son chien, qui est du coup son pote, qui est vraiment son meilleur ami, ça en crée quelque chose qui est d'une très grande tendresse, qui est une manière assez originale de nous montrer les choses sans qu'on y soit les premières personnes concernées, entre guillemets. C'est vraiment, on a ce truc d'observateur, et on est observateur par la posture du chien, par cette posture de petit être plus bas, quoi. Parce qu'on a une forme de faiblesse, évidemment, vu que c'est le maître qui décide ce que va faire le chien, s'il doit s'asseoir, s'il doit l'attendre, etc. Et donc, par ce positionnement-là, on a vraiment une espèce de grande tendresse dans la manière qu'on voit ça. Et c'est un film qui, moi, m'a même touché vraiment par plein d'instants. Alors, le traitement de la question de la mort et du cancer reste un truc très superficiel. C'est pas la méga analyse philosophique, mais ça reste quand même intéressant et je trouve que ça renoue pas mal avec cette tradition horrifique qui est que le mal que tu as dans ton film est une métaphore à quelque chose. Vous pouvez retracer évidemment Halloween de Carpenter, la métaphore du patriarcat, la métaphore de la mort qui attaque, etc. Bref, plein de choses évidemment. Sérieux ? Toujours ça, It Follows, machin, bref. Toujours un truc assez intéressant qu'on retrouve et il y a une mise en scène que je trouve, il y a plein d'idées horrifiques qui sont assez originales, qui sont très symboliques justement et qui marchent bien. Alors,
même si le film est très soft comme cinéma d'horreur, je pense que ça reste un truc assez accessible. Hein. Franchement, Peggy 12, mais franchement, ça va, quoi. Il n'y a rien d'hyper violent, il y a des petites scènes un peu horrifiques, mais c'est quand même assez calmos, on va dire. Il y a vraiment pire comme truc plus violent. Pour moi, c'est vraiment un film qui est très chouette à découvrir. C'est assez inquiétant quand il faut que ça soit inquiétant. C'est assez prenant à suivre via, on va dire, cette narration du chien. Et dès le départ, le film, il réussit à nous créer une véritable, en fait, empathie pour le personnage du chien, en fait, qui est très forte, pour ce petit animal à quatre pattes qui, en fait, nous attrape dans son récit. Vu qu'on a tellement de sympathie pour lui et qu'on a tellement peur qu'il lui arrive un truc, on est absolument captivé. Alors, évidemment, cette empathie, c'est un peu de la triche parce qu'elle est beaucoup provoquée par la mignonnerie totale du chien. Donc, c'est un peu de la triche, on va dire. Mais de fait, ça marche. Hein. T'as vraiment ce truc de non, s'il te plaît, bute son maître. Mais par contre, le chien ne le touche pas d'un petit poil, mon petit chou. Donc, il y a quand même ce rapport-là. Et en parlant de ça, je pense qu'il faut dire les termes. Permettez-moi d'être très clair qu'il faut donner un Oscar à ce putain de Kleps. Ah ouais, donnez-lui un Oscar et un nonos parce que c'est dingo. Je crois que j'ai rarement vu un film qui est capable de... En fait, il y a une direction d'acting. Je sais pas comment dire, mais il y a eu une direction canine. Mais c'est vrai, il y a une direction canine de fou. C'est-à-dire... T'as l'impression de voir un vrai putain d'acteur. Et je déconne pas, quoi. Déjà, on avait vu le chien dans l'Anatomie d'une chute. On avait vu un peu plein de chiens comme ça. Mais lui, c'est dingo. T'as vraiment le truc de... Il va regarder à l'endroit précis où il faut qu'il regarde, au moment précis où t'as l'impression qu'il parle, quoi. C'est juste bluffant. Et j'ai été un peu me renseigner. J'ai pas vu qu'il y a eu de l'intelligence artificielle qui a été utilisée. Il me semble pas. Il faudrait checker, mais... J'en ai pas vu de prime abord, mais c'est dingo, quoi. C'est vraiment dingo en termes de gestes. C'est prodigieux. Vraiment, je suis assez surpris de me dire, mais t'as l'impression que vraiment, le plan se coupait et le chien se remettait avec ses lunettes de soleil, il prenait une clope et il se mettait sur sa chaise et il relisait son texte, quoi. Il y a un peu ce truc de... C'est un putain de vrai acteur, quoi. Putain, mais j'aurais tellement aimé assister au tournage, c'est pour voir tout le monde qui agite des trucs. Viens ici, viens là. Ou peut-être il allait mettre une main au cul à une actrice à côté, on sait pas. Peut-être il aurait été méga toxique aussi, tu vois. Déjà, si jeune, si talentueux. Peut-être il allait taper une énorme trace de C, tu vois. Enfin, je sais pas. Il y aurait eu quelque chose qui aurait été intéressant dans ce truc. Non, mais c'est vraiment assez dingo. Les gestes, les mouvements, même... Quand le chien a peur, quoi. Tu te dis, mais comment tu fais, quoi, gars? Comment tu fais à créer la peur, c'est ce chien, alors que on est sur un plateau où juste il doit faire croire... Bref, c'est juste monumental. Ça m'a un peu scotché, ce truc-là. Franchement, direction canine, comme tu as dit, Théa, c'est assez fou. Mais bref, tout ça pour dire et pour résumer un petit peu tout ça, moi, je pense que c'est vraiment un petit film assez chouette à découvrir. C'est une belle découverte horrifique. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'est une proposition qui est assez originale, qui est assez intelligente. Et c'est un film qui est d'ailleurs très court. Je crois, si je me rappelle bien, il fait 1h10, un truc comme ça. Ouais, je crois 78 minutes. Enfin, vraiment pas tant que ça, quoi. Non, c'est très très court et ça se mate très facilement. C'est un film en plus qui peut se mater avec tout le monde, vu que justement c'est pas une proposition horrifique hardcore, c'est pas une proposition dérangeante, c'est juste un petit film d'horreur accessible, correct et vraiment très agréable, qui en plus a plein de propositions. Et ça m'intéressera vraiment de voir un peu ce que le réalisateur va vouloir proposer par la suite, parce que dans l'idée, c'est vraiment un concept prenant, c'est vraiment une idée pas mal, et c'est vraiment, je pense, une des belles propositions horrifiques de cette année qui mérite vraiment d'être découverte. Si vous avez loupé votre petit marathon horrifique du 31 octobre pour Halloween, vous pouvez vous rattraper ce petit Good Boy. Allez, avant-dernier film de notre sélection, les plus grands scientifiques se rassemblent chaque année car un mystère continue à être non résolu dans toute la galaxie. Les meilleurs intellectuels, tu me regardes, tu sais pas du tout où est-ce que je suis en train d'aller avec ça, mais t'inquiète que ça va quelque part. Les meilleurs intellectuels et les esprits les plus brillants continuent depuis des années à se questionner et à essayer de rechercher via des recherches, via des forums, et à percer à ce jour ce mystère et répondre enfin à cette question que tout le monde se pose. Existe-t-il vraiment un film où Dwayne Johnson est un bon acteur? C'est une question qui reste sans réponse pour l'instant, mais est-ce que peut-être nous y voyons la lumière au bout du tunnel? On va vous parler de Smashing Machine. Mark Kerr, a man on a mission. I've never seen him like this before. To be the greatest fighter in the world. But with everything he's been through, can he still fight? I know what I'm doing, all right? Or will all his hopes and dreams come crashing down? Come on, are you ready? Yes.
Smashing Machine, réalisé par Benny Safdie, avec notamment Dwayne Johnson et Emily Blunt. Le long métrage revient sur la carrière et la vie de Mark Kerr, alias The Smashing Machine, dans les années 90 au sein de la MMA. Cher scientifique Théa, vous avez peut-être la réponse. Ce film tant attendu par beaucoup. Est-ce la réponse? Bon film, mauvais film? Est-ce que Dwayne Johnson est capable de jouer l'acteur, qui est normalement son métier, soit dit en passant? Eh ben, tu sais quoi? Je pense que si on fait une analyse comparative entre Good Boy et The Smashing Machine, je pense que le chien est meilleur que The Rock. Allez. Mais je pense que le chien, il est meilleur dans les 5 galaxies, les 358 dimensions. Dans le monde étendu, quoi. Dans les multiverses. Ouais. Et même en IA, je pense qu'il est meilleur que The Rock, quoi. Ça pourrait faire un film intéressant d'aller dans le multivers et trouver le moment où The Rock est devenu un grand acteur, quoi. Ah non, moi j'aurais préféré la version où ce chien-là remplace The Rock dans tous les films où il a jamais joué. Oh, il fait du catch aussi. Ouais, moi j'aurais préféré. J'aurais préféré parce que, alors je te dis, le chien, il joue de Smashing Machine. Moi. Ah là, je lui mets 10 croquettes, quoi, sur 10. Non, alors c'est... oh mon Dieu, mais ce film, quelle abomination. Oui, j'ai dit beaucoup de ça cette fois-ci, mais franchement... Moi, j'avais pas d'espoir, parce qu'à chaque fois, on nous le vend comme étant le grand retour, le rôle de sa vie, parce qu'il a fait de la boxe. Enfin, il a pas fait de la boxe, en fait, il a fait du catch. C'est forcément le rôle qui va lui donner un Oscar et tout. Alors, je suis désolée, mais on peut pas Brendan Fraser chaque année le putain d'Oscar de l'interprétation masculine. C'est pas possible, ok? Brendan Fraser, il le méritait parce que c'est quand même un meilleur acteur. The Rock, c'est juste... un gros caillou sur la route, quoi. Genre même ça, je pense qu'il saurait pas le jouer. Et d'ailleurs, on a vu un caillou qui était plus émotif dans Everything Everywhere All at Once. Même là, il y a des cailloux qui sont plus intéressants que lui. C'est dire. Eh ben écoute, moi je suis allée voir ce film parce que il m'a coûté 5 balles à Madrid, donc pourquoi pas, hein. C'était pas gratuit. Là non, par contre, non, là c'était... D'ailleurs, c'était drôle, il y avait les Beatles dans la salle. Non, mais il y avait 4... Alors, je suis presque sûre qu'ils sont morts, mais je tente le truc. Il y avait 4 mecs avec la coupe des Beatles. Je pense que moi, je prends l'avion tout de suite s'il y a les Beatles qui sont là, en fait. Non, mais ça me fait rire. Alors, par contre, disclaimer, il y a beaucoup d'aspects que j'ai pas du tout appréciés qui pourraient éventuellement être liés à un problème de projection. Genre, je peux admettre que le son qui dérape, le son en background, genre, il écoute de la musique... Et ça prend le pas sur... C'est pas Jean-Luc Godard qui est revenu d'entre les morts pour filmer, pour mettre son micro là où il fallait pas le mettre. Je pense que c'était la salle qui avait un petit problème de son, à mon avis. Je vais lui laisser ça. J'y crois pas trop, mais je vais lui laisser ça pour pas démonter totalement tout ce film, parce qu'à mon avis, c'est pas possible de se louper à ce point-là. Donc, que penser de ce film? Eh ben, que comme beaucoup de biopics qui servent juste à mettre des images... sans morale, sans critique, sans rien, il fait un très bon job, dis donc, comme biopic inutile dont on pourrait se passer largement. Les dialogues sont nuls. Je veux dire, les dialogues, on dirait qu'ils ont été générés par IA. D'ailleurs, The Rock, il fait une drôle de performance où il essaye à la fois d'interpréter Mark Kerr, The Rock interprétant Mark Kerr et Trump, parce qu'il a la même diction que Trump pendant tout le film, et ça m'a beaucoup perturbée. D'ailleurs, c'est le seul qui a des dialogues où t'as l'impression qu'il est intelligent. Ce qui à mon avis, est fait pour dire « Non mais regardez, c'est pas tous des abrutis. » Mais on sait que c'est pas tous des abrutis. Mais ils ont pas tous à parler de cette façon-là. Enfin, bref. Niveau performance, c'est nul, parce qu'il a une prothèse, et il y a rien qui bouge. D'ailleurs, c'est très drôle, il y a un moment où il doit pleurer, et je pense qu'il sait pas pleurer. Du coup, il se cache la figure avec son drap d'hôpital. Parce qu'encore, en vrai, ça ajoute du pathétique, donc c'est chou, mais c'est pathétique comme performance. Emily Blunt, la pauvre, elle a pas de prothèse. Par contre, elle a trop de botox, à mon avis. Donc il faudrait qu'elle arrête si elle veut continuer à pouvoir faire des films, parce qu'elle m'a dégagé à peu près 0 émotion pendant tout ce film. Bon, après, j'avoue, comme rôle féminin, elle a rien à donner, hein. Donc... je peux comprendre. Elle aurait dû nous faire une Perceval et décider de ne pas venir. Ça aurait été à mon avis, ça aurait été plus intéressant qu'il parle à une hallucination sous drogue plutôt que de parler à un vrai personnage. Parce que, évidemment, ce film, ça nous parle beaucoup aussi de la chute, et on commence très rapidement par l'ascension de Mark Kerr dans le MMA. Genre, incroyable, il y a une toux, blablabla. Et downfall immédiat parce qu'il est accro à je sais plus quelle drogue, très sincèrement, on s'en fout un peu. Et en fait, c'est ça, c'est son passage vers la recovery, en rehab, machin. Et
c'est pas très intéressant et c'est pas très émotionnel, c'est pas bien fait. Donc ça m'a pas donné envie de plus découvrir ce monde parce que oui, il y a quelques petites critiques sur comment il fonctionne, tout le fait que ça a été interdit aux États-Unis, donc après ça a été rapatrié au Japon, que en fait ces stars qui quand même se mettent en danger à chaque fois ne sont pas respectées en tant que telles, genre peut-être que les gladiateurs étaient mieux traités à l'époque qu'ils jouent vraiment leur vie pour avoir accès à $200 000 en se disant une fois que j'aurai $200 000, je peux arrêter ma carrière et puis bien vivre. Enfin, d'accord, il y avait tous ces aspects-là qui sont intéressants. Mais je suis désolée, tu regardes Rocky et t'as exactement la même chose. Sauf que t'as un meilleur film. Donc, très décevant. J'ai trouvé que le seul personnage qui méritait un peu d'attention et qui était le plus intéressant en fait de tous, c'est l'autre pote de Mark Kerr qui s'appelle aussi Mark. Très pratique ça d'avoir 2 Mark dans le même film. Ça avait dû être sympa pendant les répétitions. Ah, la fameuse Mark sur le plateau. Pas toi, connard. Mais moi, c'est Rock, en fait. Moi, c'est The Rock. Enfin, bref. Non, mais je n'ai pas apprécié cette publicité, en fait, pour The Rock. D'ailleurs, c'est lui qui produit le film. Étonnant. Ben voilà. Avec un gars qui s'appelle Andy Garcia. Mais je crois pas que ce soit Andy Garcia. Ça doit être un autre Andy Garcia. Ça, c'est fou à quel point c'est tellement le nouveau Vin Diesel, quoi. Dans tous ces projets sans mode. Tiens... Je vais tout changer dans ton scénario, c'est moi qui décide, c'est moi qui produis. Si je suis pas le méga mec stylé, je veux plus faire ton film. Non, j'ai un peu peur de ça. Alors, je pense que le paroxysme de ma critique, c'est d'avoir entendu chanter My Way. Et on sait que My Way de Frank Sinatra, c'est une chanson de vieux cons blancs qui t'expliquent qu'en gros, ils ont pris leurs grosses couilles velues et qu'ils les ont posées sur la table. Et pour moi, ça, c'est un manque cruel de critique des sphères masculinistes, toxiques, misogynes, etc. Et ce film, alors par contre, il fait un truc très très bien. Il parle bien de l'amitié entre hommes, très musclés d'ailleurs. C'est ça qui est toujours très drôle, c'est qu'ils sont tous hyper baraques, mais ils se font des câlins, ils pleurent, ils sont là pour les uns pour les autres. Et ça, belle amitié entre mecs. C'est des bros. Ouais, sans soupçon d'érotisation non plus, ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Et ça m'a fait un peu... ça, par contre, ça m'a fait chaud au cœur. Ça, c'était vraiment le cœur du truc. Mais de nouveau, relation à peine survolée. Enfin, que dire de plus que... n'allez pas voir ce film. Regardez... Vous savez quoi ? Regardez l'épisode sur les Ultimate Champions dans Friends. Ce sera plus intéressant que ça. Et rematez-vous Rocky. Ce sera aussi plus profond et plus intéressant. Allez, après avoir parlé de chien d'acteur... non, pas chien d'acteur. Oupsie. Pas une actrice, parce que c'est chienne actrice. Je pense que j'aurais été cancel, mais Dieu merci, cela sera coupé au montage. Il y a un monde et il y a un monde où il me le garde. Il y a un monde et il me le garde. Il y a un monde où je ne le vois pas et il y a un monde. Il y a un monde où c'est finito. Mais je sais pas. On va y réfléchir, cher public. Peut-être vous l'entendrez quelque part ce moment-là. Je le vois mardi. Je vais lui payer sa bière pour. Voilà, vous voyez, cher public, je suis dépendant du montage de notre cher Yannick. Ce passage apparaîtra probablement dans l'épisode et ça sera grâce à votre cher monteur qui est Yannick. Yannick, on te fait d'ailleurs un petit bisou. On n'a pas assez l'occasion de te faire des bisous pendant cette émission. Coucou, c'est le monteur qui vous fait de gros bisous également. Non Luca, cette phrase sera gardée. Elle sera même enregistrée et elle te suivra jusqu'à la fin de tes jours. Allez, retour à l'émission. Allez, après avoir parlé d'un acteur chien, de Dwayne Johnson et de la top de Benjamin Voisin, il est grand temps de terminer cette sélection du jour avec une œuvre franco-danoise, film passé par un certain regard cette année à Cannes et qui revient sur l'histoire de la création de la Défense, un film qui revient notamment sur les inspirations idéales de son architecte. Parlons de L'inconnu de la Grande Arche. Alors, qu'en pensez-vous ? C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le président ? Faut demander à Subilo pour le savoir. Monsieur, vous avez remporté le concours de la Défense. Boum. Qu'avez-vous construit dans votre carrière ? Ma maison et 4 églises.
Le président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien. L'inconnu de la Grande Arche, réalisé notamment par Stéphane Demoustier, qui du coup avait réalisé il y a quelques années Bongo, qui avait beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Le nom du film te fait rigoler, j'ai l'impression, ma chère Théa. Et oui, il est quand même très rigolo. Et pourtant, c'est un film relativement sombre. Hein. C'est vraiment... Je l'avais pas vu, mais je sais que ça avait quand même fait pas mal jaser à l'époque. Le film est donc passé à Cannes, un certain regard, et le film revient sur la création de la Grande Arche de la Défense, le concours qui avait été lancé par François Mitterrand et remporté par un architecte danois complètement inconnu qui va se retrouver confronté à la réalité. J'ai pu du coup le découvrir, et d'ailleurs pour la petite anecdote, ce film était le film d'ouverture du GIF de cette année. Alors il a été diffusé, il me semble, une semaine avant la sortie officielle. Il me semble que c'est donc la semaine, là on est le 9 novembre, donc début de la semaine. Donc si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était le 2 novembre, donc la semaine du 2 novembre, il me semble qu'il est sorti. Du coup il vient de sortir. Qu'est-ce que ça a donné du coup pour ce film d'ouverture? Je trouve qu'il y a du bon et du moins bon. Il y a à boire et à manger, mais il y a aussi des choses qui sont pas ouf. Pour commencer, moi j'aime beaucoup la manière dont le film articule ses thématiques, notamment autour de la création et de la quête de ses idéaux créatifs. En fait, tout le film se concentre sur comment un auteur porte ses idées avec acharnement et comment ce dernier, il va se retrouver à être confronté à la dure réalité qui vient briser ses inspirations créatives, le poussant à être par moments, et c'est notamment ce qu'on va voir dans le long métrage, à être dépositaire ou en tout cas dépossédé de sa création, et en fait que sa création va venir être dénaturée par l'essence de son art. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est un film qui, en fait, est avec un brin fataliste sur la question de la confrontation entre l'idéalisme et le pragmatisme. En fait, tout le film, il se concentre vraiment sur ce truc de... On a cet architecte danois qui est complètement sorti de nulle part et qui, en fait, a des grandes idées pour cette arche, qui veut voir avec des nuages, qui veut la voir ouverte, qui veut voir avec un immense, on va dire, bloc de verre pour que tout le monde puisse voir parfaitement l'extérieur. Bref, il a une vision de justement la défense et de son projet qui est en fait un cube, mais qui n'est pas juste un cube. Pour lui, il le voit comme quelque chose d'idéaliste, un espèce de projet pour l'humain, on va dire. Et malheureusement, il va venir être confronté par la réalité des avis d'autres personnes. Et cette espèce de confrontation entre l'idéalisme, qu'on pourrait presque définir comme un idéalisme politique, hein, presque d'une certaine manière, versus la réalité, on va dire, un peu plus concrète de l'architecture et notamment de la réalité juste du lieu dans lequel on est, qui fait qu'en fait, son idéal va venir être confronté. Alors, je pourrais pas dire que c'est un film qui parle de l'idéal politique, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt l'idéal artistique. Mais on peut y voir quand même un petit parallèle qui est possible dedans. Mais voilà, il y a cet élément-là. Et d'ailleurs, il faut pas oublier, hein, mais le film a même... Alors, quand je parle de politique, il y en a quand même un petit peu. Par exemple, le film... à un moment donné, va venir mettre un gros taquet à la droite qui vient, on va dire, péter encore plus les inspirations de l'auteur. C'est-à-dire, c'est assez rigolo, hein, parce que Mitterrand, dans ce film, est vraiment mis en avant comme un personnage... vraiment très cool. Je vais revenir un petit peu après sur ce truc de Mitterrand, mais juste pour la question de la droite, il y a vraiment ce truc de... la droite arrive au pouvoir en France et ça fait que du coup, tous les projets publics, poubelle. Donc toutes les inspirations un peu cool, tout le truc que t'avais montré le film de voilà, ça c'est des super bonnes idées. Non, à cause de la droite, c'est foutu, c'est à la poubelle. Et le film vraiment te dit, en fait, ce qu'ils veulent, c'est privatiser. Ils veulent du profit, ils veulent de l'entrepreneuriat privé. Donc voilà, c'est tout. Mais qui le crée? Mais heureusement que c'est de la fiction. Qui aurait pu, qui aurait pu le prédire? Et surtout, Dieu merci, ça n'existe pas aujourd'hui. Non. Surtout, en plus, je rigole beaucoup, mais sachez que, et je rigole même pas, hein, on a un Alain Juppé qui est le méchant du film. On a Alain Juppé qui est le bad guy. Et franchement, j'ai beaucoup ri. Je l'ai vu arriver. Je sais qu'en plus, dans la salle, on était plusieurs à avoir ce petit rire un peu gêné, mais un peu drôle, en mode, on a Juppé qui arrive, qui est un connard.
Bon, ça c'est Juppé, donc c'est un peu un pléonasme, mais je veux dire, il y a vraiment qui est dépeint comme le big méchant, quoi. T'as vraiment le gars, il arrive, baron noir, quoi. Non, c'est génial. Et Juppé, quoi, s'il vous plaît. Mais c'est génial. T'as un Juppé qui arrive en bad guy qui te dit, j'ai pas le temps, votre projet, vous allez y foutre des trucs privés, des entreprises privées partout. Ouais, mais vous vous rendez compte qu'on va quand même avoir une marque qui sera mise juste devant l'Arc du Triomphe, c'est une catastrophe. On s'en fout, c'est super, vous avez un problème avec l'entrepreneuriat, vive le capitalisme, bref, bam. Et franchement, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, il y a un peu ce petit taquet qui est donné à la droite, et en même temps, il y a une certaine légèreté qui se dégage du film, qui est quand même un peu rigolo, qui me laisse quand même... Il est quand même prêté à sourire, et je pense notamment à tous ces passages avec Mitterrand, parce qu'en fait, Mitterrand est vraiment montré comme un personnage burlesque, et c'est vraiment une interprétation de Michel Fau qui est juste magistral. Vraiment, il interprète un Mitterrand. Moi, à chaque fois que je le vois à l'écran, il me fait exploser de rire. Il est super drôle avec ce côté très bourgeois, très un peu aristo et tout, et en même temps un peu bobet, un peu teubé, mais en même temps tellement direct que du coup, ça marche super bien. Et il y a vraiment cette espèce de grande sympathie qu'il y a envers Mitterrand. Donc, t'as vraiment ce truc de... Le film va mettre sur un piédestal Mitterrand, et c'est quand même assez rigolo. Franchement, c'est quand même très rigolo. Et bon, bah, si on reste sur la question des acteurs et actrices, je me permets de le dire par formalité, mais Swan Arlo, toujours autant extraordinaire. Et il y a Xavier Dolan qui jouait dedans. Il y a Xavier Dolan, oui. Je l'ai vu avant, je suis what the qui fuck retire son accent québécois. Il arrive. Ah ouais, mais il s'en sort plutôt bien. Il arrive à retirer l'accent québécois. Vous voyez, vous, francophones qui nous écoutez, nous sommes incapables de faire l'accent québécois. Eux, ils sont capables de faire l'accent français. C'est aussi simple que ça. Vrai. Est-ce qu'on est d'accord que Swan Arlo, c'est le nouveau Raphaël Queneau? Non, non, mais c'est Swan Arlo. Franchement, il est beau. Il est beau, il est magistral, il s'en sort super bien. Il joue un architecte qui est en plus qui est très intéressant, la construction de ce personnage. C'est à la fois... Il joue l'architecte qui a construit le grand aéroport de Paris. Orly. C'est celui qui a créé Orly, qui est en fait, architecturellement parlant, est très intéressant comme aéroport. Et il joue ce personnage-là qui en fait est très nuancé et c'est très intéressant comme personnage. Donc vraiment, moi, le personnage de Swan Arlo, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, on va aller en fait à ce qui, moi, me dérange dans le film. C'est qu'en fait, voilà, il y a tous ces éléments-là, mais en fait, au final, le film ne me prend pas complètement... Ou en tout cas, le truc qui me prend pas dans le film, c'est vraiment sur la question de sa mise en scène, quoi. Au niveau purement plastique, à part quelques plans et scènes très fortes symboliquement, surtout, je pense, dans les 10 dernières minutes, que je trouve d'une très grande justesse et qui exprime extrêmement bien et avec une très grande intelligence le propos du film, qui est justement cette quête de l'idéal qu'on a perdu, mais qu'on veut retrouver et qui va inspirer d'autres auteurs et autrices. C'est vraiment ce que dit le film, hein. C'est vraiment... L'artiste, sans le spoiler, mais l'artiste disparu qui est tombé dans l'ombre est d'une inspiration totale parce que c'est sa soif d'idéal et son inspiration à l'idéalisme qui doit être recherchée. C'est un peu ce truc-là que la fin, elle dit, mais vraiment par l'image, réussir à dire ça, c'est super, mais mis à part ces quelques plans-là de fin et quelques éléments dans le film, je reste assez en retrait dans une réalisation que je trouve très froide et pas très inspirée. C'est plutôt fade, je dirais, et il y a, avec en plus toutes ces couleurs-là qui sont très ternes, et on est sur une narration qui est plutôt molle, qui a tendance à n'être qu'une grande répétition de scénettes continuelles où on va toujours avoir cette répétition de l'architecte qui a une idée, elle est défoncée par les autres, il n'est pas content, et voilà, on passe à autre chose. Il y a vraiment ce truc qui se réitère pendant toute une partie du film qui fait que ça me laisse un peu en froid. Alors je vois toutes les grandes qualités que je trouve au film et je vois aussi ses défauts. Et en même temps, moi, en tant que festivalier qui a été au GIF, je comprends pourquoi il a fait l'ouverture du film, du festival, parce que il permet d'être une réflexion sur justement la créativité artistique. Il permet d'être cette espèce de truc de mais battez-vous pour la créativité. Ou en tout cas, il montre une créativité idéaliste et c'est quand même assez tendre. Maintenant, la finalité du film fait que moi, il me laisse un peu plus en froid par plein d'instants parce que je le vois d'une certaine froideur, je le vois d'une certaine plateur qui fait que, encore une fois, dans l'articulation des thématiques, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que le film me procure une véritable excitation de mise en scène et de réalisation ou de cinéma à proprement parler? Malheureusement, je pense que je suis restée un peu plus en arrière, même si je considère que c'est un bon film. Mais sur ça, il m'a pas apporté cette petite flamme qui
aurait été intéressant à voir, quoi. Et c'est donc avec ce film qu'on conclut du coup nos films d'actualité. Et avant de passer à la carte blanche, il est le moment évidemment de faire notre petit coup de com'. Évidemment, si l'émission vous a plu et si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à toutes les plateformes de podcast, à nous mettre 5 étoiles partout pour la visibilité. Partagez un maximum le podcast autour de vous pour que nous continuions à grandir, à développer notre empire de Vidéo Club, et puis surtout de venir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, là où on publie régulièrement. C'est-à-dire là, on a pas mal développé des petits trucs assez sympas, on remet un peu les cartes blanches, on met aussi un peu nos petits avis, les petites notes de la semaine, bref, pas mal de choses. Et surtout, il va y avoir des concours bientôt qui vont être organisés, notamment pour Noël. Donc, n'oubliez pas de nous suivre. C'est un régal en plus cette page Instagram. Je sais pas ce que t'en penses, Théa, mais c'est managé d'une main de fer et d'une qualité, c'est absolument magistral. Bref, nous arrivons du coup à la fin de cette émission, et avant de conclure, il est grand temps de passer à la carte blanche du jour. La carte blanche, en fin d'émission, un animateur, un chroniqueur ou une chroniqueuse aura quelques minutes pour parler d'un film de son choix. Et aujourd'hui, on va pas simplement vous parler d'un film, parce qu'aujourd'hui, comme un peu chaque année, je vous fais mon petit retour du Geneva International Festival, et ça sera donc cela, ma carte blanche du jour. Oh, la carte blanche, je n'ai d'ailleurs accepté qu'à cette condition. Alors, reprenons un petit peu depuis le début. Qu'est-ce qu'est le GIF ? C'est donc le Geneva International Film Festival, le Festival international du film de Genève, qui du coup arrivait à sa 31e édition cette année 2025. Un festival qui se permet de mettre à l'honneur, alors certes, le cinéma, mais il a un peu la particularité, déjà d'une part, d'essayer de mettre en avant, on va dire, du cinéma un peu moderne, ou en tout cas qui est plutôt tourné vers le futur, avec notamment la catégorie Future is Sensible, donc une compétition où on va dire plusieurs œuvres, alors pas que du cinéma, sont mis un peu à l'honneur dans une volonté de réfléchir à de l'audiovisuel dans le futur, mais c'est aussi un festival qui va mettre en avant notamment la réalité virtuelle, donc essayer de proposer tout simplement des propositions filmiques et des propositions artistiques basées sur le VR. C'est aussi un festival qui va s'amuser notamment à mettre en avant les séries, et donc il y a donc un prix qui est décerné aux séries et à la VR, mais aussi au film. Et d'ailleurs, cette année, le grand prix du festival a été donné à un film Un Poeta, qui est du coup un film colombien que je n'ai pas vu, mais du coup, je vous invite quand même chaleureusement à aller le voir. Ça a l'air pas déconnant, ça a l'air plutôt assez intéressant, soit dit en passant, comme proposition filmique, mais bref... Pardon. Mais bref, qu'est-ce que du coup j'ai pu un peu découvrir pendant ce petit festival ? Il y avait pas mal de choses. Alors, je vous cache pas que moi déjà cette année, j'étais, on va pas dire déçu de la proposition de film qu'il y a eu cette année, mais disons, je la trouvais beaucoup moins inspirée, beaucoup moins prise de risque que les autres années, notamment celle de l'année passée qui mettait quand même un point d'honneur à mettre en avant notamment du film qui venait notamment du cinéma de genre. Je pense notamment au fait qu'ils avaient diffusé, et on en avait parlé d'ailleurs l'année passée, mais La jeune femme à l'aiguille, d'ailleurs, qui apparaissait d'ailleurs dans le top de Théa, si je me rappelle bien, mais en tout cas qui était présent dans les discussions qu'on avait pu avoir. Du coup, des propositions filmiques qui me semblaient un peu moins inspirées que les autres années, mais j'ai quand même été faire mes petites balades, on va dire. Alors, sans forcément revenir dans les méga détails, parce que dans tous les cas, on en reparlera pendant les émissions quand ces films-là en sortiront. Mais je vais vous faire une petite chronologie de mes, à peu près un peu moins de mes 10 films que j'ai vus, on va dire, en festival, et du coup, par ordre d'appréciation, donc de celui que j'ai moins apprécié à celui que j'ai plus apprécié. Commençons directement. Le premier film, donc celui que j'ai moins apprécié, c'est Il rapimento di Arabella, le kidnapping de Arabelle, réalisé par Carolina Cavalli, qui est du coup une jeune réalisatrice qui avait réalisé juste avant un autre film qui était, si je me rappelle bien, alors là je vois dans son truc que c'était Fremont, mais c'est pas Fremont, elle a participé à Fremont, mais voilà, c'était Amanda qu'elle avait réalisé en 2022, et du coup elle réalise du coup ce film qui m'a pas vraiment pris, je vous cache pas. Je trouve que la proposition est plutôt moyenne. C'est une histoire très absurde. Il y a beaucoup d'absurdité dans ce film, et d'habitude, moi, je suis plutôt pris par ce genre de proposition. Mais le problème, c'est que c'est de l'absurdité qui va plus dans la simplicité scénaristique que vraiment dans un monde absurde. Moi, il y a vraiment des trucs où c'est très grand sabot. En plus de ça, je trouve que la morale derrière le film est un peu particulière, parce qu'on parle quand même d'un film où une gamine de 8 ans
utilise une jeune adulte qui a des problèmes psychologiques pour faire ce qu'elle a besoin. Donc bon, en termes de message, ouais, pas forcément très preneur. Après, ça a le mérite d'exister, il y a plein de petites idées qui sont intéressantes, mais je trouve que le fond est plus que bancal, je trouve que la proposition finale est... Même si elle est vraiment très singulière, moi, me dérange un petit peu et me prend pas complètement. Donc plutôt un film assez moyen, je dois dire, et pas forcément méga prenant. Ensuite, deuxième position, j'en ai déjà parlé, c'est L'inconnu de la Grande Arche, donc je ne vais pas revenir dessus. Troisième film, qui est du coup, là, va être assez étonnant, c'est Father, Mother, Sister and Brother, le nouveau film de Jim Jarmusch. Alors lui, je le présente pas parce que tout simplement, c'est un film qui a reçu le Grand Prix de Venise, en fait, cette année, et j'ai pas tellement accroché, quoi. Je trouve ça ok, je comprends un peu la proposition que Jarmusch essaie de nous faire là-dedans, mais c'est d'une narration tellement lente, tellement assez plate, quoi, pas en fait, alors je veux pas dire qu'il m'ennuie, mais qui vraiment ne me prend pas complètement. C'est une forme de narration qui n'est pas mon style. En fait, je comprends exactement ce qu'il essaye de faire, d'où le fait que, par exemple, moi, au départ du film, j'ai commencé à le regarder. Je pense qu'à la première scène du film, donc vous verrez que c'est un film qui est divisé en plusieurs parties, hein, mais la première partie, elle se termine, je me dis, mais s'il vous plaît, je vous en supplie, faites que le film ne soit pas ça, parce que, en fait, je vais mourir, tout simplement. Et au final, le film a régulièrement des petits trucs en plus à apporter, qui fait qu'il y a toujours un espèce de petit twist. Et du coup, le film n'est pas déplaisant en tant que tel, mais je pense que je suis vraiment pas le public pour ça. On en reparlera d'ailleurs lors de sa sortie en janvier. Donc, il sort d'ailleurs le 7 janvier, le 6 janvier, si je dis pas de bêtises, 2026. On en reparlera avec toute l'équipe. C'est un film qui peut faire débat, qui peut faire discussion. J'ai trouvé ça ok, j'ai trouvé ça sympathique, mais franchement, c'est pas l'œuvre qui me prend le plus. Prochain film que j'ai découvert là-bas, c'est un film qui sortira le 28 janvier. Et ça, c'est assez intéressant. C'est le nouveau film de Yann Gozlan, qui du coup s'appelle Gourou, avec notamment Pierre Ninet. Et ok, il y a beaucoup de problèmes dans ce film. C'est assez, à la fois débile, à la fois assez chouette, à la fois visuellement horrible et à la fois visuellement plutôt sympathique. Ça essaye de plonger un peu dans ce monde de la secte, du développement personnel et tout ça. J'ai pas un avis encore complètement branché sur le film. J'ai passé vraiment un bon moment de cinéma devant, mais à la fois, je pense que le film tombe à côté de son sujet et à la fois arrive à bien le comprendre. Il arrive à bien comprendre le système commercial et capitaliste qui s'en dégage, et en même temps, il a tendance, par sa structure narrative, à donner beaucoup trop de sympathie envers le personnage qu'interprète Pierre Ninet, à savoir Matt, et donc d'en faire un personnage qui, ah là là, pas de chance, il est devenu méchant, mais c'est pas vraiment de sa faute. Bah si, en fait, c'est des trucs qui sont voulus dès le départ, et c'est peut-être dans la structure narrative que ça me dérange un peu, mais Gourou, œuvre assez intéressante. Ensuite, j'ai pu découvrir Redoubt, qui est du coup le deuxième film d'un réalisateur suédois de John Scott, et surtout assez dingo. Il y a Denis Lavant qui est David Lavant, pardon, qui est dedans. C'est une proposition très singulière, très particulière, où Denis Lavant, du coup acteur français, va aller apprendre le suédois pour aller faire un film qui est d'ailleurs une histoire vraie sur justement ce fermier paysan qui va décider de construire un bunker parce qu'il a absolument peur que, tout simplement, des bombes viennent s'écraser chez lui pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre froide, si je dis pas de bêtises, alors qu'il n'y a strictement aucun risque de ça. Un film qui parle de paranoïa, qui parle du poids militaire et de la guerre, qui parle de l'obstination, qui parle en fait du trauma, justement, aussi de la peur qui est créée. C'est un film assez intéressant, c'est un film qui est vraiment sensoriel. Je pense que ça peut laisser des gens sur le carreau, parce que on est vraiment sur typiquement le genre de film qui va dire, moi j'ai pas peur de filmer pendant 20 secondes un mec traverser un champ noir et blanc sans aucune musique. Faut le prendre pour ce que c'est, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, assez singulier, quelque chose qui a pas mal de bonnes réflexions. Il faut entrer dans le train, la fin est absolument claquée au sol par contre, mais c'est un film intéressant, c'est assez pertinent et ça mérite en tout cas d'être revu un petit peu. Et ensuite, avant-dernier film préféré, entre guillemets, ça va être Late Fame, qui est le premier film, où il me semble, en tout cas un des premiers films, du réalisateur Ken Jones, qui était notamment connu pour être scénariste, qui est un très bon pote de Scorsese, qui est d'ailleurs aussi critique cinéma. Et là, on est dans un espèce de mélange entre le cercle des poètes inconnus et puis
quelque chose d'un peu plus moderne. J'ai un rapport un peu particulier avec ce film, c'était notamment le film de clôture du festival, et en vrai, j'ai plutôt eu un bon feeling devant, par moments un peu ennuyant, par moments il me perd un peu, mais ce qu'il essaye d'aborder sur la question de la célébrité, sur la question des mots, sur la question de l'art, et notamment de l'art bourgeois versus de l'art, on va dire, un peu plus populaire, il y a des choses intéressantes. Et puis même en termes de mise en scène, il y a quand même un travail de la couleur, il y a un travail de la lumière qui est assez intéressante. Il y a des transitions que je trouve d'une très belle beauté. Il y a une certaine poésie et en même temps une certaine sombreur qui s'en dégage. C'est un film intéressant, pas quelque chose d'absolument cassage de gueule, je dois dire, mais plutôt sympathique à découvrir. Et enfin, je pense que c'est le film, malgré tous ses défauts, qui est peut-être le film que j'ai le plus apprécié, c'est tout simplement Queen of the Dead, qui est le premier film de Tina Romero, qui est du coup la fille de notre cher Romero, grand amateur de zombies. Et elle aussi, elle décide de reprendre un peu ce style-là pour en faire une apocalypse zombie dans le monde queer des drag queens et un peu dans ce style LGBTQIA+. En vrai, c'est très cool. En fait, le truc, c'est que c'est très cool les 30-40 premières minutes. C'est génial, ça pète. Moi, je pense les 30 premières 40 minutes, j'étais en mode, c'est un de mes films préférés de l'année. J'étais vraiment en mode, waouh, c'est génial. On est en plus tellement dans les potards qui sont envoyés. C'est cool, ça envoie. Mais c'est qu'au début, et en fait, après un certain moment, on commence à voir toutes les ficelles de tous les soucis, on va dire, de scénario qu'il y a, tous les problèmes d'écriture, tous les problèmes de budget aussi, parce que tu sens qu'il n'y a pas énormément de budget et qu'en fait, le film est tourné dans 2 endroits. Où en fait, ta vague de zombies, en vrai, c'est 20 zombies à tout casser qui ont un peu de maquillage et qui sont là. Donc tu sens que en termes de budget, en termes d'écriture, en termes d'absurdité. Et puis en même temps, ce qui est un peu dommage, c'est que le film envoie quelques potards, notamment au début, mais en fait, il est pas assez punk, quoi. Moi, j'aurais bien voulu un film qui décide de dire, bon, tu veux du trash, on va t'envoyer du trash à la gueule. Tu veux des trucs un peu durs, un peu violents, ok. Un truc un peu humour, un peu tordant, un peu humour noir, on va te l'envoyer pile dans toi, mon gars. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me manque un peu, j'avoue. Je trouve un peu dommage. Je pense que c'est un peu manquant. Mais bon, c'est ce genre de choses où je me dis que, malgré tous les défauts que je perçois un peu au fur et à mesure du film, pour moi, il y a quand même une singularité, quelque chose d'intéressant qui s'en dégage. Et ça fait, du coup, pour moi, le film que j'ai le plus préféré de ce festival. Et pour conclure, c'est un festival que je trouve vraiment intéressant, le guide. Je vous invite à découvrir un peu l'année prochaine qu'est-ce qui va être proposé. Cette année, j'étais un peu déçue de la proposition qui était, mais quand même, avec tous ces films-là que je vous ai proposés, je pense que vous pouvez trouver quand même des trucs très intéressants. Je pense qu'il y a à boire et à manger, même si j'ai une appréciation peut-être un peu moins bonne pour certains, que ça soit justement Father, Mother and Sister, Father, Mother, Sister and Brother, pardon, mais que ça soit aussi pour justement le kidnapping d'Arabelle. Pour moi, ça reste quand même des propositions filmiques qui sont intéressantes. Donc vraiment, pour tous les films que j'ai parlé, que ça soit The Kidnapping of Arabelle, Guru, Redoubt, Queen of the Dead, Father, Mother and Sister et Late Fame, je vous invite vraiment à découvrir un petit peu tout ça quand ça sortira. De toute façon, on en reparlera quand ça sortira directement dans les salles obscures, mais vraiment, essayez de découvrir tout ça. Il y a des choses intéressantes. Le festival a été peut-être moins intéressant que l'année passée où j'en avais vraiment parlé dans les détails, mais il y a quand même des bonnes choses, il y a quand même des trucs intéressants. Et vraiment, mettez-les-vous dans votre petite liste Letterboxd ou Sens Critique, mettez-les dans vos envies et quand ça sortira, vous pourrez aller les voir et regardez si vous êtes en accord avec ce que j'en ai pensé dans ce petit festival du Geneva International Film Festival. Et du coup, on se retrouve l'année prochaine, les gens, pour vous faire un autre petit retour. Si je comprends bien, vous êtes capable de créer des images. C'est ce qu'on appelle un hyper-trucage. Oh. C'est incroyable. Personne ne connaît ce type. La reine de la cuisine suisse, Betty Bossy. I'm taking you into the future. Et c'est comme ça qu'on arrive du coup à la fin de l'émission. Un très très grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve évidemment dans 2 semaines
pour le prochain épisode de Vidéo Club. Je me tourne évidemment vers toi, ma chère Théa. Théa, comment a été cette petite émission pour toi ? Ah, mais quel plaisir d'être de retour ici. Il y avait des choses à dire. Ouais, j'en profite pour dire, comme d'habitude, micro-chrono recommandation. J'ai rattrapé Porco Rosso l'autre jour. Ah. Mais c'est parce que j'ai été, inspirée par une superbe sélection du Fil Rouge. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois qu'on en avait déjà parlé, étant donné que on a 3 potes. Bon, il y en a 2 qui sont bâillonnés, en l'occurrence, actuellement. Mais il y en a 3, en tout cas, qui participent à former ces cycles cinématographiques. Et j'ai l'impression qu'on va parler un peu anticapitalisme, classe populaire, etc., etc. C'est de gauche. Voilà, de gauche. Je pense que c'est ma gauche. C'est la gauche qui nous plaît. Non, mais qu'est-ce que c'est gentil de pouvoir faire un peu cette pub-là. Non, bah oui, du coup, on en est à la 3e édition du cycle du Fil Rouge, que tu es d'ailleurs déjà venu voir un petit peu ce qu'on faisait, ma chère Théa. Et c'est un plaisir. Et du coup, ça nous permet de projeter à Genève, à Cinéfonction. Si vous écoutez ou si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous pourrez même venir discuter un petit peu avec nous après les projections. Rencontrer les gens de Vidéo Club, les gens qui animent un petit peu tes journées dans ton petit podcast. Et quel plaisir. Mais du coup, on en est à la 3e édition et on a un programme bien sympathique. On va notamment diffuser Israélisme, Porco Rosso, L'Ordre Divin, How to Blow Up a Pipeline, Soy Cuba, Un pays qui se tient sage et 120 battements par minute. Nice. Avec des intervenantes qui viennent notamment du milieu associatif, syndical et qui ont tout simplement vécu, on va dire, en tout cas vécu dans les mouvements sociaux et ont milité dans ces trucs-là. Et c'est avoir une vision du cinéma qui bouge, politique. Et donc là, il va y avoir des sacrées discussions. Et d'ailleurs, du coup, Théa, tu seras là, j'imagine, peut-être pour Porco Rosso. Il y en a 2-3 que je dois rattraper. Après, l'idée, c'est aussi, tu peux te découvrir le film sur place, soit en passant. Il faut absolument que je vienne. Oui, je viendrai aussi. Oui. T'as aimé d'ailleurs Porco Rosso ? Trop bien. C'est fou, hein. Ah, j'adore. C'est dingo. En tout cas, très très grand merci. On vous fait plein de gros bisous. On se retrouve très très vite. Il y a des belles choses qui vont sortir là bientôt au Cinoche. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de Vidéo Club. On fait évidemment un petit bisou à Roman et Lorenzo qui sont dans le coin de la pièce bâillonnés. Ils vous font d'ailleurs un gros bisou. Et voilà, c'est Roman qui vous dit qu'il vous adore et de vous abonner. C'est dingue de vous abonner à toutes les pages Instagram. C'est incroyable, extraordinaire. Tu as autre chose à dire peut-être, Roman ? Ouais, je sais, on est absolument fous avec Théa et moi-même, on est les meilleurs. Merci beaucoup, Roman, de le préciser. Il faut qu'on mette fin à cette émission immédiatement. Un très très grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aller dans les salles obscures, n'oubliez pas d'aller voir des films et surtout n'oubliez pas, vive le cinéma. Nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain.